bien, pour moi, l'histoire commence en 1983. Cette année-là, Jean Echenoz reçoit le prix Médicis pour son deuxième livre, c'est le plus joli, Cherokee. Je ne connaissais pas cet auteur, paru aux éditions de Minuit, vous voyez, et les articles de presse m'intriguent, peut-être la bonne mine de l'auteur aussi. Toujours est-il que je lis ce livre avec jubilation. Alors pourtant, l'histoire est à peu près incompréhensible à première lecture, les personnages plutôt interlopes ne sont pas très attachants, mais justement, on est pris quand même, on rit en le lisant, il y a un ton nouveau, un imaginaire dans la narration qui me plaît beaucoup. Je continue donc, dans les années qui suivent, je lis celui qui était avant, et puis je continue de le lire, et quand il y en a 6, on est en 97, et je propose d'en faire la présentation au LAC. Cette présentation que vient de signaler, la voilà, qui est programmée pour l'année suivante, en janvier 98. Le titre Jean Echenoz est-il sérieux, j'y reviendrai tout à l'heure. Dans l'intervalle, en 97, un 7e livre est paru, Un an, qui me perturbe un petit peu parce qu'il n'est pas tellement en cohérence avec les précédents. Donc je me suis dit, tiens, bizarre, il m'a pas vraiment séduit ce livre-là, mais je l'ai quand même intégré dans ma présentation. L'année suivante encore, 99, il reçoit le prix Goncourt pour le livre encore suivant, Je m'en vais. À partir de là, cet auteur, qui est quand même toujours discret, acquiert une certaine notoriété, on n'a plus accès à sa parole, il est interviewé, il y a des études critiques, ce qui m'a un peu manqué quand j'ai fait ma présentation de 98. Et il est sollicité pour beaucoup de choses extérieures. Bon, comme j'en connais certaines, je les signale. C'est la raison pour laquelle il y a la Bible ici. Il a travaillé avec une quinzaine d'écrivains à une réécriture d'une traduction de la Bible avec à chaque fois, c'était des couples, un écrivain, un exégète. Et il s'est chargé de livres assez importants, Josué, Samuel, les Maccabées, etc. Il a participé à beaucoup. Deuxième intervention aussi extérieure à son œuvre romanesque, il a écrit une postface pour une nouvelle publication du Maître de Ballantrae de Stevenson. Il dit que, en répondant à une interview un jour, il a dit que s'il avait dû être un personnage de roman, il aurait voulu être le Maître de Ballantrae. C'est peut-être un peu de provocation, parce que c'est le mal dans ce roman Ballantrae. C'est juste après Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais il y a toujours cette confrontation du bien, pas vraiment le bien, et du mal, pas net non plus. Donc, il dit de toute façon qu'il n'aime pas les personnages positifs, qu'ils ne sont pas intéressants. Bon. En 2001, son éditeur, Jérôme Lindon, avec lequel il avait tissé des liens disons, de respect affectueux avec le temps, décède. Et donc, à chaud, il écrit un livre qui est ici, Jérôme Lindon, où il raconte, ça pourrait s'appeler Jérôme Lindon et moi, de la même manière que cette introduction, c'est Jean Echenoz et moi. Et il parle beaucoup de ses liens avec Jérôme Lindon. 24 années ont passé encore maintenant, pendant lesquelles j'ai continué au fur et à mesure de lire les livres à leur sortie. Il y en a 7, donc de plus qu'au moment où il a eu le prix Goncourt pour Je m'en vais. Et cette lecture n'a pas été exempte de déception. Quelquefois, je suis sortie du livre en étant contente qu'il soit fini et n'ayant pas spécialement envie de le reprendre. Et ma crainte, c'était, mais est-ce que les premiers que j'ai tant aimés me feraient maintenant, est-ce que c'est moi la fautive, j'ai changé, est-ce qu'ils me feraient le même effet? Bon, je peux tout de suite vous dire que non, je les aime toujours autant. Au contraire, à la relecture, certains des livres que j'avais médiocrement aimés, je les ai beaucoup appréciés. Donc je pense que c'est un auteur qu'on a besoin de relire. Alors, pour faire ma présentation, je vais avancer dans le temps par des regroupements. D'abord, les 6 premiers qui faisaient le cœur de ma conférence en 98, puis des paquets de 3. Après avoir présenté les premiers, je vais dégager les caractéristiques principales de son écriture, ce qui me plaît dans cette écriture, parce que je vais pouvoir l'illustrer, ça reste dans les livres suivants. Mais je voulais récompenser tous les gens qui sont ici et qui étaient déjà en 98, je crois qu'il doit y en avoir 2. Voilà. Donc, pour les récompenser, je voulais réhabiliter un petit texte paru en 88
Oui, alors je vous ai pas montré, je vais oublier sans doute les diapos assez souvent. Là, c'est toute l'œuvre dont je vais parler. Courage. Donc, ce petit texte, je ne l'ai pas mis là pour l'instant dans ce... voilà. Vous comprendrez la photo tout de suite. Il s'appelle l'occupation des sols. Pourquoi je le ressors et que j'en parle alors que je l'avais juste cité l'autre fois? C'est qu'il est l'occasion d'un passage dans Jérôme Lindon. Et je me dis que pour une entrée dans Jean Echenoz, pour ceux qui ne connaîtraient pas parmi vous, c'est assez caractéristique. C'est pas long, je ne vais pas vous le lire en entier, rassurez-vous. Alors voilà ce qu'il dit dans Jérôme Lindon. Un jour, j'écris un petit texte de commande pour les lectures qu'organise Emmanuel Ocar au Palais de Tokyo. Lindon tombe sur ce texte et ça paraît beaucoup lui plaire. Comme d'habitude, il me déconseille de le faire paraître en revue. D'ailleurs, en règle générale, Jérôme Lindon déconseille les parutions en revue, comme il déconseille les travaux en collaboration, déconseille les colloques, déconseille les commandes de cinéma ou de télévision, déconseille les voyages. Il déteste particulièrement les voyages. Déconseille à peu près tout ce qui peut distraire de l'écriture. Bref, déconseille plus qu'il ne conseille. À défaut de suivre ses conseils, je suis donc généralement ses déconseils. Et je n'ai pas à m'en plaindre. Mais gardez-le, ce texte, gardez-le, me dit-il, vous en ferez quelque chose un jour. Bon, un petit peu un passage où il y a la discussion sur le devenir de ce texte, et puis Lindon accepte de le publier sous les couvertures des éditions, mais toujours avec sa manie de vouloir changer les titres, il rechigne sur celui-ci. Vous comprenez, dit-il, cette fois c'est le mot « occupation » dans votre titre que je n'aime pas. L'occupation, voyez-vous, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais là, si j'ose dire, je résiste. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'il fera des histoires sur un titre. Ceux des romans suivants passeront sans plus aucun problème. Alors pourquoi je dis que ce petit texte est assez caractéristique d'Echenoz? Parce que vous allez pouvoir y découvrir sa manière très efficace d'entrer dans l'histoire dès le premier paragraphe, la manière de mettre à plat dans la même liste des événements dramatiques et des événements triviaux. Il déniche toujours des choses du passé ou des choses dont il y a là encore les traces. Là, ce sont les peintures murales pour les publicités. Bon, on fait plus ça maintenant, qui est là-dedans. Il cite des lieux. Il est toujours très précis sur les lieux, même s'il est très imprécis pour le temps. Alors, je vous lis la première phrase de ce texte, puis un petit peu plus loin après. Comme tout avait brûlé, la mer, les meubles et les photographies de la mer, pour Fabre et le fils Paul, c'était tout de suite beaucoup d'ouvrage. Toute cette cendre et ce deuil, déménager et courir se refaire dans les grandes surfaces. La mère s'appelait Sylvie Fabre. Voilà la suite. Le dimanche et certains jeudis, ils partaient sur le quai de Valmy, vers la rue Marseille, la rue Dieu. Ils allaient voir Sylvie Fabre. Elle les regardait de haut, tendait vers eux le flacon de parfum Pivert, Fortville. Elle souriait dans 15 mètres de robe bleue. Le grill d'un soupirail trouait sa hanche. Il n'y avait pas d'autre image d'elle. L'artiste Flers l'avait représentée sur le flanc d'un immeuble juste avant le coin de la rue. L'immeuble était plus maigre et plus solide, mieux tenu que les vieilles constructions qui se collaient en grinçant contre lui, terrifiées par le plan d'occupation des sols. Là aussi, une chose qu'on voit, c'est la manière dont les objets sont qualifiés comme si c'était des êtres humains. Le parfum Fortville a existé vraiment, mais pas celui-là. Alors, dans ces 14 pages, c'est l'histoire d'un deuil qui nous est écrit parce qu'effectivement, au bout d'un certain temps, très imprécis, 15, 20 ans, on ne sait pas trop, en tout cas le fils est devenu adulte, on abat les constructions terrifiées pour les remplacer par des immeubles, et en particulier un immeuble qui va petit à petit couvrir l'image de la mère, ce qui fait un rebondissement dans l'histoire. Le père et le fils qui avaient pris des distances se retrouvent. On peut voir une métaphore du deuil dans cette image de la mère qui est érodée par le temps, qui commence à s'effacer. De toute façon, peut-être comme image de ce qu'un deuil peut s'adoucir. Voilà, donc maintenant j'attaque les 6 premiers qui étaient le cœur de ma présentation en 98, assez rapidement. Jean Echenoz est né en 1947. Il dit qu'il a toujours une relation amoureuse avec la littérature. Il a toujours beaucoup lu et cherché à écrire lui-même, mais jamais il ne réussissait à aboutir un projet.
à part quand il avait 9 ans, ses parents lui ont sorti un petit livre de 2 pages qu'il avait écrit. Et donc, il dit qu'au début des années 70, ce sont les romans de Jean-Patrick Manchette qui lui ont ouvert la porte de la fiction. Soudain, d'ailleurs, on peut penser que, j'ai mis un Manchette ici, que la façon d'écrire de Jean-Patrick Manchette, ça peut être familière à Echenoz, parce que c'est un peu le même genre. Toutes les choses qu'il admire chez Manchette, ce sont celles qu'on admire chez lui maintenant. Et comme Manchette écrit des romans, des polars, des romans noirs, il se dit que peut-être que lui, il va y arriver à finir un texte en se lançant dans un roman noir. Il bâtit donc une structure avec des truands, des femmes peut-être fatales, des hold-up, des manipulations, des enlèvements, et ça donne le Méridien de Greenwich, qui ne va pas du tout paraître dans la série noire, mais aux éditions de Minuit, car en fait il s'est rendu compte pendant l'écriture que ce qui l'intéresse, c'est pas trop cette histoire abracadabrante de truands, mais que ce sont toutes les digressions qu'il peut faire à partir de là, camper les personnages, les mêler à une histoire à peu près improbable, et ça donne finalement ça. Il continue dans cette veine pour le livre suivant, Cherokee, dont je parlais tout à l'heure. Il y a des détectives aussi. Bon, c'est toujours de même dans le suivant, L'équipe est malaise. Dans L'équipe est malaise, il y a un petit soupçon de plus d'aventure, puisque les personnages vont partir en cargo du Havre, pour un trafic d'armes quand même, hein, mais du Havre à la Malaisie. Il y a un voyage en cargo avec une mutinerie qui est c'est la partie que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à l'espionnage. Là que la structure est plutôt roman d'espionnage. L'œuvre commence un petit peu à évoluer à partir de Nous trois et des Grandes Blondes, parce qu'il y a un resserrement des personnages. Nous trois, on pourrait dire que c'est un roman catastrophe, de la même manière qu'on parle de film catastrophe, puisque la ville de Marseille est détruite par un tremblement de terre. Mais on a aussi un voyage dans l'espace. Bon, peut-être une anticipation aussi. Narration très bizarre, puisque Nous trois, ce sont, je vous ai dit, resserrement des personnages, il y en a d'autres, hein, mais 2 hommes, une femme, et un des hommes est un narrateur direct, c'est-à-dire les chapitres, il y a des chapitres qui sont narrés par lui où il dit « je ». Heureusement, pas les plus nombreux, le cœur de l'histoire est raconté extérieur, nous comptons les aventures de l'autre homme. Ensuite, Les Grandes Blondes, c'est encore un mélange de tout ça. Il y a du trafic international, il y a des meurtres, il y a des détectives. La différence, c'est que soudain, le personnage principal est une femme. Et c'est la première héroïne echenozienne, si je puis dire. Elle s'appelle Gloire, c'est une ancienne vedette du show business qui a fait les grands titres du temps sa chanson, son tube, je cherchais le mot, son tube international. Elle a fait costume, puis elle est passée aux rubriques faits divers parce qu'il semblerait qu'elle a tué quelqu'un et elle fait de la prison. L'histoire, c'est un producteur de télévision veut faire une série sur les Grandes Blondes. Mais ce qu'il appelle Grande Blonde, il a du mal à le définir et ça ponctue tout le récit, histoire de rire un peu. Les Grandes Blondes, est-ce que finalement elles ont besoin d'être blondes? Est-ce qu'elles ont besoin d'être grandes? Et en tout cas, il fait une fixation sur cette ancienne vedette, la fameuse Gloire, qu'il voudrait retrouver pour illustrer sa série sur les Grandes Blondes. Manque de peau, il envoie des détectives pour la retrouver, mais comme elle veut qu'on lui fiche la paix, elle se sauve, les détectives lui courent après, et on est parti dans une aventure qui nous mène en Australie, en Inde. Quelques petits corps morts vont être laissés le long du chemin, mais voilà. Alors, ces livres dont je dis qu'ils ont une structure, je les appelle des pseudo-policiers, pseudo-espionnage, pseudo-aventure, ces romans, mais alors qu'est-ce qu'ils sont? Alors, les caractéristiques, c'est qu'ils nous promènent beaucoup. Les personnages, en général, ont la bougeotte, pour multiples raisons, soit parce qu'ils se sauvent, soit parce qu'ils courent après quelqu'un qui s'est sauvé, ou souvent parce qu'ils s'ennuient, tout simplement. Donc, ils ont la bougeotte, ils vont si bien dans des pays lointains que dans la banlieue parisienne, dans des villes de province, comme dans Paris, qui est malgré tout le cœur de tous ces romans. Il y a toujours des passages où les héros arpentent les rues de Paris. Tout à l'heure, vous avez eu 3 rues de Paris nommées. Ce sont toujours des rues réelles. Et il y a des centaines, rien que dans cette première partie, des centaines de noms de rues et de déambulations qui nous sont comptés.
avec une championne, c'est la rue de Rome. Au point qu'en 97, j'étais allée remonter la rue de Rome, partant de la gare Saint-Lazare, pas du boulevard. Elle va du boulevard Haussmann et elle monte du côté Batignolles, Pont-Carpinet. Et après avoir dépassé les magasins de luthier et de musique, j'en ai eu un peu marre, j'ai arrêté. J'avais tout faux, parce que c'est pas là le coin eschnoésien, c'est là-haut. Quand il y a, enfin, il aime bien aussi le coin des magasins, des luthiers. C'est là-haut où il n'y a plus, où c'est loti que sur le côté gauche de la rue quand on monte, et qu'à droite c'est ouvert sur les voies qui quittent la gare Saint-Lazare. Plusieurs personnages circulent par là ou emménagent dans des appartements par là. Il dit, lui, que c'est une rue éminemment romanesque. Mallarmé y a habité, mais enfin pour moi c'est pas suffisant pour me la rendre romanesque. J'aime mieux le carrefour de l'Europe qui est juste à côté, illustré par les peintres finalement. Enfin, après, dans les livres suivants, il y a un deuxième quartier qui va être assez souvent nommé, c'est le quartier du Parc Monceau. Il y a beaucoup de choses et il y a une raison littéraire à ça que je rappellerai tout à l'heure. Alors, ces personnages se baladent dans ces lieux, à pied, je viens de le dire, mais du vélo jusqu'à la navette spatiale, on a tout. Attendez, faut quand même que j'avance un peu. Voilà. Du vélo à la navette spatiale, en passant par les voitures qui sont quand même dominantes, Echnoz prétend aimer la mécanique. Je ne sais pas si c'est une pause ou si c'est vrai, mais en tout cas, les modèles de voitures, leurs caractéristiques, tout nous est donné dès qu'une voiture passe par là. Et alors, dans ces lieux, s'agitent et s'ennuient. L'ennui et le vide sont des moments importants dans les passages des romans. Un très grand nombre de personnages, en tout cas au début. Tous sont campés avec le même soin, qu'ils restent dans 2 pages ou qu'ils fassent tout le roman, et que finalement on se rende compte qu'ils étaient le cœur du récit. C'est pour ça qu'il faut recommencer. Et donc, ces personnages sont présentés par leur physique, leurs vêtements, leur environnement, mais aucune notion, aucune précision psychologique. C'est caractéristique, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que en fait c'est les objets qu'ils qualifient avec des qualificatifs habituellement réservés pour les humains, et puis les humains, ils sont donnés avec un ton distancié, gentiment moqueur. Alors un exemple dans Lac, il y a un personnage qui descend du Champs-Élysées, il regarde les gens sur les bancs, et soudain, sur les bancs suivants, quelques brochettes d'intérimaires ingèrent de silencieux yaourts. Cette phrase, finalement, elle est évocatrice de plein de choses. Les brochettes d'intérimaires, on voit une époque aussi de l'intérim. Les silencieux yaourts, on les voit pique-niquer sur ces bancs. Il y a en peu de mots, cette densité de présentation des choses fait partie de ce qui me ravit. Bon, ces personnages sont principalement des hommes. Des hommes qui sont seuls. Alors, seuls parce que indécis, par exemple, toujours le même héros de Lac, j'ai pas précisé, c'est un entomologiste spécialiste des mouches, et il est embauché par les services secrets parce qu'il peut adapter sur les mouches des micro et les envoyer dans les chambres des gens qu'il veut espionner. Donc notre Chopin, il s'appelle Chopin, notre Chopin, on dit de lui nul horaire, car nulle femme dans sa vie, car toujours indécis, Carole étant toujours trop ce que Marianne ne serait jamais assez. Pour beaucoup, il n'était pas seul il y a peu de temps. Ils ont été quittés. L'homme quitté est une spécialité d'Echnoz. Souvent, il est à l'origine de cette séparation, mais c'est quand même, ils se morfont de la femme qui est partie. En même temps, il est aux aguets pour la remplaçante. Il est toujours dans les rues, il regarde les femmes, partout. Et les femmes, justement, elles, nous sont toujours, pour ce début de l'œuvre, on les verra plutôt par le regard des hommes. Alors je voulais juste lire un petit passage de L'équipée malaise pour montrer comme la solitude chez les hommes, elle a surtout une conséquence alimentaire. Paul était dans le désarroi. C'était un homme tout seul depuis qu'Élisabeth était partie. Un homme qui ne pouvait plus se tenir le soir chez lui et qui traînait sans espérance dans le compte à rebours des crépuscules. Tuait des moments de silence avec des hommes pareils à lui, rendait de tièdes visites à des foyers amis, doux foyers régulièrement repeints et aspirés, pastelisés d'abat-jour et de joues de petites filles, de légumes suaves et de roast-beef tranquillisants, d'éclatantes vaisselles, d'odeurs fraîches et d'odeurs de velours. Alors que le solitaire mange, s'il mange, son riz sans après, à même la casserole,
Son pilchard a même la boîte, debout sur sa moquette, parmi les taches et les moutons. Bon, un peu plus loin, le même Paul dînait souvent de choses crues, comme si la solitude induisait une résurgence barbare. Alors, donc je disais que les femmes sont vues essentiellement par les hommes, ce sont des battantes, faut pas croire qu'elles sont méprisées. En fait, elles sont l'objet du désir des hommes, mais aussi elles sont très indépendantes, elles quittent justement. Et c'était assez drôle de voir comme, justement, vu par le regard des hommes, ce sont jamais les mêmes femmes. Dans Nous trois, je vous ai dit il y avait 2 hommes, une femme, le premier qui parle à la première personne se lamente de ce qu'une de ses amies le prend comme confident, mais il n'y a rien à faire, lui il rêve de l'avoir comme maîtresse et rien ne bouge, alors que l'autre part pour Marseille et le long de l'autoroute, dans une situation absolument aussi abracadabrante, rencontre une femme impénétrable, la vraie star, on a l'impression, jamais on peut imaginer que c'est la même. Et c'est pas, je sens qu'on se rend compte que c'est une même médecin qui va partir avec eux dans l'espace. Ce sont donc des gens, pas n'importe qui, mais quand on voit leur histoire, on a toujours l'impression que, bon, ils s'ennuient. À mon avis, on s'ennuie pas vraiment quand on va partir comme ça, comme astronome. Enfin bon. Et puis, alors ça change avec Gloire. Gloire, elle est présentée directement, alors, je suis toujours intéressée par les résumés que les gens font des livres. Je ne sais pas si vous faites la même chose, même quand je connais bien un livre. Et parce que je vois qu'on lit jamais le même livre, tout autant qu'on est, parce qu'on voit pas les mêmes choses. Et en particulier, Les Grandes Blondes, ça m'a amusé parce que je suis tombée sur un résumé disant « c'est l'histoire d'une serial killeuse ». Alors, Jean Baba, bien sûr, elle tue des gens. Enfin, je ne vais pas nier, mais elle tue quand on l'importune et qu'elle vit d'à côté. Ce qui, quand même, limite. Bon, au bord d'une falaise, sur un pont, ça arrive, mais bon, c'est pas une serial killeuse, elle n'a pas de pulsion pour tuer, mais la fin est ouverte, justement. On se demande s'il y a une belle histoire qui finit pour une fois. Est-ce que par hasard? Voilà. Alors, je vous ai dit, alors, il y a des duos, beaucoup de duos. Des duos d'amis, des hommes qui occupent leur ennui ensemble. Il y a des duos de détectives, des duos d'enquêteurs, ça nous est familier. Il y a des enfants, ils sont uniquement dans le décor. Le seul enfant qui parle, c'est dans Lac, il a 2 répliques. Il n'y a pas d'enfant. Par contre, des animaux, il y en a. Et des animaux, alors la mouche, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans Cherokee, il y a un passage que j'adore où on est dans le bas de la rue Oberkampf à Paris, tout près du cirque d'hiver, à une époque, 1983, où il y avait encore des animaux au cirque d'hiver, et il y a toute une scène qui se passe ponctuée par les bruits et les odeurs qui viennent de la ménagerie. Bon, il va pas mal dans le jardin des plantes aussi, où il y a des animaux. Il y a des chiens baveux en général. Je vais juste vous lire un petit extrait avec une histoire de chien, un peu pour rire aussi ça, parce que vous allez voir est-il sérieux, Jean Hichenoz, mais il me fait beaucoup rire. Alors, l'entomologiste est envoyé dans un hôtel où il va espionner quelqu'un qui est au milieu d'un parc dans la région parisienne et où il y a une terrasse. Il arrive sur la terrasse. Plus près des marches était encore un couple illégitime flanqué d'un setter particulièrement collant, toujours interposé comme une mauvaise conscience. Pour se toucher et s'embrasser, il leur fallait sans cesse éviter ce chien, repousser ce chien, se frayer un chemin dans le non-chien. Baissant les bras, les amants finirent par se lever pour s'éloigner dans le parc, accompagnés par l'animal infatigable qui bondissait entre eux, cabriolant parmi les peupliers. Exit ce couple qu'on ne reverra pas. Soudain, on a fait un petit détour avec ça ou avec un animal. Jean Hichenoz a un rapport, je l'ai déjà dit tout à l'heure, assez évasif au temps. L'équipe Emalès commence par 30 ans auparavant. Bon, trop de début. Le chapitre suivant, il y a aujourd'hui. Alors on est dans le temps de l'histoire. Et puis chapitre suivant, 30 ans auparavant de nouveau, mais pas du tout, on ne retrouve pas ceux qu'on avait quittés tout à l'heure. C'est encore une autre histoire de 30 ans auparavant. Cherokee commence par un jour, on s'est ponctué des débuts de chapitre par il était une fois. Bon, la marche des années, bon, l'époque c'est l'époque contemporaine, il n'y a aucun doute, enfin contemporaine du temps de l'écriture, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu démodées, vous verrez tout à l'heure.
Il dit à un moment dans Les Grands Mondes, les personnages regardent tous en même temps leur montre et il nous dit tous le plus tôt possible, à l'occasion d'un examen, d'un anniversaire ou d'une fête religieuse ou civile, ont été menottés au temps. Alors les thèmes, je vous ai déjà dit, l'ennui, les insomnies, les moments de vide qu'il souvent, qui sont souvent à l'origine de la bougeotte. Il y a quelques thèmes qui commencent et qui sont générateurs du comique, c'est-à-dire qui se répètent. Les pigeons. Les pigeons, il y a des allusions à des pigeons au moins 3-4 fois par livre. À chaque fois, il trouve une nouvelle chose à dire, désobligeante pour les pigeons. Et en particulier dans Cherokee, il y a carrément une phrase que j'avais prévu de vous lire, mais ça fait partie de tous mes abandons, sinon on s'en sort pas. Il aime bien parler des statues. Ces personnages vont souvent dans les jardins publics, les statues sont décrites et il s'intéresse bien. Et c'est toujours, finalement, il y a un rebond pour plus tard. Très souvent. Dans l'équipe et Malaise, il y a Frédéric Lemaître. Vous connaissez le boulevard du crime, c'était un acteur du 19e qui jouait dans le boulevard du Temple. Et il va au Havre, le personnage, et bien sûr, qu'est-ce que le chauffeur de taxi lui montre? Voilà la maison natale de Frédéric Lemaître. Il y a sans arrêt des rebonds d'un moment à l'autre, mais ça, on les voit pas forcément à la première lecture. Il y a plein de choses qu'on peut trouver par la relecture, comme ça. Alors, il a un objet d'exécration, c'est le dimanche. Les dimanches sont toujours, eux aussi, évoqués avec des propos plutôt négatifs. Alors, bon, juste, je lirai plutôt dans les autres livres, mais là, après le tremblement de terre de Marseille, vous imaginez, comme lui dit quelqu'un à un moment, il y a plein de bruit, le bruit de la terre, le bruit des choses qui tombent. Dans cette terreur du bruit, soudain ça s'arrête. Et le silence, il finit sa phrase, pire qu'un dimanche, conclut-il. De même manière, il y a un moment où il dit des choses qui sont tristes dans un endroit, puis il dit, bref, un dimanche. On a plein d'allusions au dimanche. Alors, à part les statues le dimanche, c'est bon. Les pigeons, je pense que j'ai dit que j'avais un grand plaisir de lecture. Je crois que c'est essentiellement justement par ce sourire qu'amène les surprises que réserve sans arrêt la lecture. Toutes ces dégressions, tous ces détours, avec une imagination que j'aime beaucoup. C'est une façon d'évoquer les choses que je dis que j'ai trouvé nouvelle. Il aime jouer avec son histoire, il dit qu'il veille toujours à ce qu'elle soit cohérente, mais il est le seul à vérifier que c'est cohérent, je pense. Mais il joue un peu avec nous, le tour et détour, c'est ça, cette fois-ci. Et il joue aussi beaucoup avec la langue. Alors, les mots, il adore les mots à double sens. Quand dans l'acte, le personnage voit son officier traitant, notre espion d'occasion, il va au hall de Rungis, dans le pavillon des Albas, il rejoint son officier, et qu'est-ce qu'il voit? Des sacs de cœur à prendre. Quand on sait leur disponibilité amoureuse, c'est assez rigolo. Dans Les Grandes Blondes, la baie ouvre sur la baie de Sydney. Il aime quand il y a des jeux comme ça. Dans l'équipe et Malaise, les deux copains, Bob et Paul, discutent. Lui il parle de la fille qu'il a vue au cinéma. Et puis, il comprend que ça peut être ambigu. Alors il dit, une vraie fille, une fille réelle dans la salle. Et puis il ajoute, une fille réelle, c'est ça qu'il nous faudrait. c'est sans arrêt, on rebondit en riant d'une situation à une autre. Alors, dans les figures de style qui utilisent ça, il y a les zeugmas, les métonymies, les je sais pas quoi, Phillips et métalepses, je sais plus trop ce que c'est, peu importe. Voilà des phrases où il y a des choses comme ça. Une femme de ménage qui n'est pas d'accord avec ce que dit une de ses copines, elle va passer l'aspirateur et elle nous dit, elle fit la moue et mugir son engin. Un peu plus loin, dans une autre histoire, on a pour Lac la description du Chopin, là, l'entomologiste, quelqu'un doit suivre, et on lui montre par une photo. On y voyait le dénommé Franck aux commandes d'un coupé, d'un caddie, sur fond de baie des Anges ou de mammouth. Alors, mammouth, ça va être un jour, on pourra plus comprendre les livres des choses, parce que mammouth, c'est Carrefour. Va falloir remplacer par ce qui est pour le moment.
Il y a d'autres petites choses que j'adore chez Schnoz, c'est les transitions, ces passages d'un groupe de personnages à l'autre ou d'un chapitre à l'autre. Il y a toujours un écho. Et très souvent, faut pas que j'exagère, il utilise plusieurs fois les téléphones. Alors là aussi, c'est complètement les téléphones avec fil, sans affichage du numéro. Qu'est-ce que c'est romanesque, cette chose-là, on devrait y revenir. Le téléphone sonne, mais c'est peut-être Elisabeth, ou c'est peut-être je sais pas quoi, et non, c'est le patron qui appelle. Il y a toujours ces allées et venues avec les téléphones. Bon, ça fait partie des choses qui montrent que le temps a vite passé. Il dit qu'il n'aime pas. Alors il y a des néologismes aussi. Il parle dans le vent de la manche d'une blouse qui montgolfie. Il parle de chariots qui palettisent des diverses denrées. Il aime beaucoup les anglicismes. J'avais cité l'autre fois les longs véhicules qui se transforment en longs véhicules. Coup de foudre, puisque les hommes sont en attente toujours d'un coup de foudre. Le coup de foudre n'est jamais appelé coup de foudre, il est appelé amour à première vue, ce qui me semble très bien pour correspondre à ces situations-là, qui est la traduction de l'anglais. Alors, je vais avoir du mal à lire Love at First Sight. C'est le coup de foudre en anglais. Et il est un peu critiqué pour son amour des adverbes. Alors, les adverbes, il sait très bien s'en servir. Il y a une description dans l'équipe Émalaise d'une femme qui est là que sur 2 pages. Mais on en a déjà une demi pour la présenter. On nous explique qu'à la fin, elle a une vie un peu triste, qu'elle a fait 2-3 tentatives de suicide, elle a couché avec 4-5 hommes, certains plusieurs fois, et il termine en disant « pourtant, elle recommencera ». Alors, c'est toujours ces chutes avec ce pourtant qui dit beaucoup de choses. Il y a des aussi qui glissent, qui disent beaucoup de choses. Mais bon, il y a des immobilement, il a un peu tendance à fabriquer des adverbes qui sont mal vus de certains critiques. Alors, il dit qu'il n'aime pas tellement les allitérations, pourtant, il aime bien parler de l'habile alibi d'Abel, ça acheva de l'achever, il y a sans arrêt, et les noms des personnages. Alors ça, on pourrait faire une thèse sur les noms des personnages dans Schnoz, des traits normaux, et puis des becs, des tics, alors, vous tombez à pic, dit bec, bon, on l'entend bien. Et puis, le jeune Jim, le seul enfant qu'il y a dans les romans dans l'Arc, le jeune Jim, ça sonne bien aussi comme ça. Alors, l'humour court donc tout au long du récit, qui est un des outils de cette distanciation qui est la marque des Schnoz, cette façon de nous présenter les choses à distance. Et elle est pour beaucoup dans mon plaisir de lecture, donc je pense que je vous l'ai dit. Il y a aussi des adresses aux lecteurs. Alors, à ce niveau de l'œuvre, c'est pas encore trop. Ça deviendra de plus en plus important. Des adresses directes aux lecteurs, où soudain, dans l'histoire, il dit « on verra » ou « passons ». Alors, c'est pour ça que j'avais appelé Jean Schnoz est-il sérieux ? Parce que les premiers mots qui me venaient à l'esprit à cette époque-là pour ces romans, c'était la légèreté, parce qu'il parle de choses graves, il parle de notre monde, parce que finalement les personnages qui se déplacent dans l'époque contemporaine, la légèreté, le rire, l'humour, c'est pour ça que j'avais mis « est-il sérieux ?» J'avais lu il y avait très peu d'articles de critiques sur ces romans, mais j'en avais lu une où un type disait que c'était de la BD bien écrite. J'avais trouvé ça un peu rude. Alors, tout à l'heure, quelle est la rupture qui se passe et qui est déjà commencée avec les Grandes Blondes ? Je passe à mon deuxième groupe, avec un an dont je vous avais dit qu'il m'avait un peu perturbé, c'est que l'on quitte la structure de genre. Il ne cherche plus à faire un squelette de son histoire en faisant appel à un policier, roman d'aventure, etc. Et c'est là même le pire pour un an, parce que dès la première phrase, le premier mot, qui est un prénom, on ne quitte absolument jamais le personnage principal. Alors que dans tous les livres auparavant, on avait des histoires simultanées dans des chapitres on quittait, c'est pas l'histoire du page turner, hein, non, c'est simplement, il coupe l'histoire, on suit des différents groupes et on change à chaque chapitre. Alors que là, on ne quittera jamais Gloire dès le premier mot. C'est la deuxième héroïne schnozienne, elle s'appelle, après Gloire, Victoire. Cette victoire, elle est particulièrement opaque et je dois dire qu'en plus avec la distanciation schnozienne, moi aussi j'ai un peu tendance dans ce livre à prendre mes distances avec cette histoire. Mais cependant, il y a de bonnes choses toujours.
Bon, je vous lis le premier paragraphe. Victoire, s'éveillant un matin de février, sans rien se rappeler de la soirée, puis découvrant Félix mort près d'elle dans leur lit, fit sa valise avant de passer à la banque et de prendre un taxi vers la gare Montparnasse. Le Félix qu'elle laisse mort, à aucun moment elle ne semblera en avoir un moindre regret. Par contre, elle a très peur d'avoir des ennuis. À la gare Montparnasse, elle prend le premier train, il va à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux, il y a une scène un peu bizarre, illogique, qui fait que le train suivant l'emmène à Saint-Jean-de-Luz. Vous avez vu qu'elle est passée à la banque, elle a un petit pécule, elle peut louer un pavillon à Saint-Jean-de-Luz pendant 3 mois. Puis, pour des histoires, je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires, elle finit par zigzaguer, d'abord en vélo, dans les Landes, puis jusqu'à Toulouse, et jusqu'à arriver, bon voilà, c'était le deuxième groupe, on en reparlera, et elle arrive à Saint. Alors, petite digression, Jean Echenoz dit qu'il était tout prêt pour écrire le roman suivant, Je m'en vais. Il avait réuni sa documentation, fait le plan de son roman, quand il a traversé une pièce où quelqu'un regardait le film de Piala, Sans toi ni loi. Et il a vu cette fille, là c'est la fiche du film que je vous ai mis, mais à un moment où elle est dans la boue, c'est un déclic, il décide d'écrire un an. Parce qu'effectivement, sa victoire va connaître une déchéance puisqu'elle se fait voler, elle vole elle-même, elle vit avec des sans-abri à Toulouse. Régulièrement, dans son aventure, si je puis dire, elle croise quelqu'un de son ancienne vie, un certain Louis-Philippe, qui était un ami commun avec son Félix qui est mort, et qui entretient sa paranoïa jusqu'au mois de septembre, donc vous avez vu, on commence en février, jusqu'au mois de septembre, où elle est prise en stop par ce Jean Louis-Philippe, et il lui dit que la voie est libre, qu'elle peut rentrer à Paris. Donc elle rentre à Paris en stop, elle se refait aider par une copine, elle reprend sa vie. Je vous signale, sa vie, c'est d'aller dans les cafés. C'est beaucoup plus édulcoré chez Echenoz quand il s'agit des femmes, mais le but est le même, trouver un homme. Bon, enfin, elle va dans les cafés, et sur qui tombe-t-elle? Félix, qui est pas mort finalement, qui lui dit, mais enfin, qu'est-ce que t'es devenu? Je t'ai cherché partout, et puis je me suis demandé si ça avait un lien avec Louis-Philippe, parce que t'es parti juste au moment où il est mort. Donc le Louis-Philippe, nous, on n'avait pas arrêté. Et elle répond, dernier mot du roman, ah ben non, bien sûr que non. Bon, alors on se dit qu'on n'a rien compris, et on a raison, l'explication, elle est dans Je m'en vais. Car le livre suivant qui a eu le prix Goncourt a exactement les mêmes personnages, seulement là ils étaient appelés Félix, Victoire et Louis-Philippe, alors que là ils sont appelés par leur nom de famille. Moi je veux dire que quand j'ai lu Je m'en vais, 2 ans après, pourtant j'avais fait la présentation, mais je vous avais dit que je n'avais pas tellement utilisé un an. Je n'ai pas rien vu du tout, hein. Et puis soudain, c'est le prénom de Victoire qui m'a un peu intriguée. Encore une victoire, quand même, j'exagère. Et puis là, j'ai plus fait attention, j'ai repris un an, et j'ai vu Félix, et j'ai compris. Alors, donc, Je m'en vais, j'ai même fait un tableau comparatif des deux. Tout est bien vu, hein. Alors, au lieu de mener des histoires dans le même roman en parallèle, cette fois-ci, ce sont 2 romans qui nous racontent des histoires qui se passent avec les mêmes personnages qu'on peut mettre en parallèle, mais alors ils sont totalement indépendants, hein. Il n'y a aucun besoin d'avoir lu l'un pour lire l'autre. Alors, je vais parler de Je m'en vais, c'est celui qui a eu le prix Goncourt. Il y a toujours un petit regard rétrospectif vers les grandes blondes. Echenoz dit que c'est dans ses livres qu'il dit avoir oublié, c'est le seul qui lui envoie encore un écho. Donc, Echenoz fait que Gloire, dans Les Grandes Blondes, est dans un hôtel en Inde à un moment. Et il part lui-même, il aime beaucoup l'Inde, donc il part 2 mois en Inde, en pensant que ça va peut-être l'aider. Bon, il dit non, sauf que l'hôtel dans lequel il était, il l'utilise pour être l'hôtel dans lequel habite Gloire. Mais c'est pas ça qui est important, c'est que dans un salon, il tombe sur un vieux numéro du National Geographic, sur lequel il y a cette photo-là, racontant maintenant changement climatique déjà, on est en 99 là, que un bateau qui était pris par les glaces a été retrouvé, la soute est vide, on pense qu'il y avait, on a le nom, il s'appelle ce bateau la Nechilik, on pense que il a été pillé, qu'il devait transporter des trésors ethnographiques.
Et il dit que c'est son, MacGuffin, il appelle ça comme pour les films d'Hitchcock, c'est-à-dire le truc qui déclenche l'histoire. Il décide que le héros de son prochain livre, donc il savait pas qu'il allait écrire un an, dans l'intervalle, que le héros de son prochain livre irait au pôle Nord, et sur une chasse au trésor. Et en même temps, et ça se sentait déjà depuis plusieurs livres, Echnoz est intrigué par la peinture contemporaine. Voilà The Blonde Girls, d'un certain Jim Dine, peut-être ça se dit D-I-N-E, qui est dans le bureau du producteur de télé, là, dans Les Grandes Blondes. Le voilà, c'est un tableau réel. Chaque fois qu'Echnoz cite des tableaux dans ses livres, ils existent, on peut les trouver sur Internet. Dans L'équipée malaise, Paul, à son mur, il a un Gaston Chessac. Bon, donc il décide que pour être un bon roman, je sais pas, il a lu ça dans quelque part, Echnoz, il a vu que pour qu'un roman soit bien, il faut 2 centres d'intérêt dans le roman. Donc il a trouvé son Je m'en vais, ça va être avec le monde de l'art contemporain et le pôle Nord. Et il en fait donc notre Félix, qui est galeriste et qui va à la recherche d'un trésor au pôle Nord. Il est mort parce qu'en fait, il a un problème cardiaque qui se manifeste par une apparence de la mort, mais le matin, il s'est réveillé de très bonne humeur, comme d'habitude. Il n'y a que Victoire il paraît que ça s'appelle un bloc auriculo-ventriculaire, que ça se manifeste comme ça. En tout cas, Je m'en vais, comme ça semble être le cas pour les romans maintenant, nous fait faire un tour. C'est-à-dire que la fin du roman, on se retrouve déjà Victoire, elle reprenait sa vie d'avant. Là, on se retrouve géographiquement au même endroit, 1 an plus tard. C'est celui-là qui aurait dû s'appeler Un an, parce que celui-là, il se déroule du 3 janvier au 31 décembre de la même année, donc un an. Et les premiers mots sont « Je m'en vais ». Il quitte sa femme dans un pavillon à Issy-les-Moulineaux. Il quitte donc sa femme. Et puis le 31 décembre, à son tour, il est quitté. Et donc le réveillon qu'il avait prévu est en l'air, est bizarre. Il se dirige droit vers son pavillon d'Issy-les-Moulineaux, où sa femme n'est plus, elle l'a vendu. Une femme ouvre la porte et dit « Joignez-vous à nous pour le réveillon ». Et il répond « Juste un verre, puis je m'en vais ». Donc le dernier mot est le même que le premier, prononcé au même endroit. Alors, troisième, où on est encore centré sur un personnage qu'on ne quitte pas, comme dans Un an, comme dans Je m'en vais avec Félix. Cette fois-ci, on va de même manière pas quitter un des personnages, mais je vous lis juste la première phrase. 2 hommes paraissent au fond du boulevard de Courcelles, en provenance de la rue de Rome. On continue à avoir notre cher rue de Rome qui apparaît. Un duo, comme d'habitude. Ce duo est formé d'un Max, qui est un pianiste concertiste, avec un garçon qui s'appelle Bernie, qui est payé pour l'empêcher de boire. Le trac, il est alcoolique, le trac lui donne envie de boire, donc les jours où il a un concert ou une quelconque manifestation publique, il faut que Bernie l'empêche à tout prix de boire. Ce Max, au tiers du livre, est tué. Bon, pourtant, on continue avec lui. On se retrouve dans un espèce de purgatoire laïque que Echnoz appelle le centre, qui ressemble à un grand hôtel avec des couloirs impersonnels, où le personnel, ce sont des sosies d'acteurs de cinéma des années 50 célèbres, et où on attend d'être orienté. Soit vers le paradis, on fait visiter à Max le paradis, pas du tout attirant, je vous le préviens tout de suite. C'est du camping à vie, avec le climat qui change jamais, tout est beau, soleil, vert, tout le temps. Bon. Et l'enfer, c'est de retourner sur Terre. Mais retourner sur Terre, en ayant rompu complètement avec son ancienne vie, on s'arrange pour qu'il ne puisse plus être reconnu par les gens de son ancienne vie. Troisième partie, il tire l'enfer, notre Max, et il revient donc en France. Comme on lui trouve à Paris, je veux dire, on lui trouve un boulot barman. Pour un ex-alcoolique, c'est dur, mais de toute façon, il est frappé d'acédie. En ce qui concerne l'alcool, l'acédie est un mot qu'emploie très souvent Echnoz. Cette perte de l'appétence pour quelque chose qu'on a aimé ou qui était le cœur de notre vie, qui soudain ne nous intéresse plus. Et bon, donc je pense que j'avais rien de trop à dire de plus. Ah oui, c'est quand même, il est reconnu quand même. Effectivement, il teste, il va voir les gens de son ancienne vie, qui effectivement passent devant lui absolument sans aucune réaction, sauf un chien. Bon, petit clin d'œil du côté d'Homère, peut-être, je sais pas, mais plus tard, il y a aussi le fameux Bernie du début, qui le reconnaît.
et qui essaie d'améliorer sa situation, parce qu'il est dans un hôtel borgne, c'est pas très rigolo son boulot, et reprendre le piano surtout. Et la fin du livre, mais il y a quand même une punition, parce que le personnage qui servait de grand maître d'hôtel, j'ai oublié de vous dire, autre clin d'œil aux grandes blondes, dans le purgatoire, s'appelle Béliard, comme un petit homoncule qu'on avait dans les grandes blondes et qui était une incarnation de la conscience de gloire. Un petit peu comme dans le Capitaine Haddock, on a le diable et l'ange quand le Capitaine Haddock a envie de boire, qui lui parle chacun. Là, elle a des conversations avec un être incarné qui est tout petit, qui est parfois sur son épaule. Et il s'appelle Béliard, et là, le grand majordome du purgatoire s'appelle aussi Béliard. Et quand Max essaie un peu de se débiner des règles du jeu, de l'enfer, il revient sur Terre pour essayer de remettre de l'ordre, et il y a une petite punition assez dure, parce qu'il lui fait rencontrer un de ses amours de jeunesse, qu'il avait perdu de vue depuis plus de 30 ans, et évidemment, pour qu'il ne le reconnaît pas, et qu'il lui arrache. Et dernière phrase du roman, au croisement de la chaussée d'Antin, Béliard se retourne, lui fait un petit signe, et Max, plus mort que jamais, les voit reprendre leur marche, s'amenuiser dans la perspective du boulevard, avant de prendre à droite et disparaître dans la rue de Rome. Fin de Au piano. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve de tout ce que j'aimais dans les livres précédents ? Bien, je dois dire que les objets nous sauvent dans un an, parce que sinon Victoire, elle n'est pas très rigolote, et heureusement qu'il y a un salon résigné et une cuisine réticente pour nous donner ses états d'âme. Quand elle fait du stop, on a droit à ce que les conducteurs soient bien campés, l'intérieur de la voiture, ce qu'il pend au rétroviseur. Ah non, dans cette voiture-là, il n'y a rien qui pend au rétroviseur. Les odeurs, odeur de chien sans chien, odeur de chien avec chien, et chien qui ne sent rien. Enfin, on a un effet comique qui est fait comme ça par l'utilisation des objets qui entourent Victoire. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, puisque je vous ai dit, elle divague, elle va même camper un moment avec un couple qu'elle appelle Castel et Poussin. Il y a beaucoup de choses autres. On a dit que les hommes étaient des hommes seuls, ça continue. Félix est un homme à femme, mais il quitte et il se fait quitter. On a le passage. Alors, ce qui est drôle, c'est que après avoir usé entre guillemets de 3 femmes dans l'histoire qui le quittent, dont Victoire, on sait comment, il rencontre la femme idéale qui lui sauve la vie parce qu'il a un nouvel ennui cardiaque, qui lui sauve la vie. C'est une médecin, elle est belle absolument, les vêtements c'est exactement le genre qu'il aime, mais rien. Elle ne lui plaît pas. Et pourtant, visiblement, elle est intéressée. Et non, il résiste. C'est donc situation inverse de d'habitude, ce qui fait rire quand on est un fidèle des Schnoz. Tiens, et finalement, il cède tout simplement pour voir si tout va bien, parce qu'il est quand même un petit peu inquiet. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on a ? Dans Au piano, notre Max, on nous parle de pas mal de femmes dans cette histoire. Et dans tous ces livres, les adresses aux lecteurs des Schnoz sont plus importantes, plus longues. Il y a carrément des paragraphes où c'est le narrateur qui parle. Vous, je vous connais par contre, je vous vois d'ici. Vous imaginiez que Max était encore un de ces hommes à femmes, un de ces bons vieux séducteurs bien sympathiques mais un petit peu lassants. Avec Alice, puis Rose, et maintenant la femme au chien, ces histoires vous laissent supposer un profil d'homme couvert d'aventures amoureuses. Vous trouviez ce profil convenu, vous n'aviez pas tort. Eh bien, pas du tout. La preuve, c'est que des 3 femmes dont il a été question jusqu'ici dans la vie de cet artiste, l'une est donc sa sœur, l'autre un souvenir, c'est celle qu'il retrouve à la fin à l'enfer, et la 3e une apparition, et c'est tout. Il n'y en a pas d'autre, vous aviez tort de vous inquiéter, reprenons. Donc, les dimanches, bon, alors les pigeons, il y en a qui courent, peu importe, les dimanches. Alors, les dimanches au pôle Nord, c'est pas plus drôle que... Alors, c'est pas le pôle Nord, c'est les territoires du Nord-Ouest canadien. Alors, il y a plein de moyens de transport. Québec en avion, puis un bateau qui le mène à Port-Radium. Alors, je vais faire ma lecture, c'est pas grave. Port-Radium peut vraiment n'être pas marrant du tout. Il ne s'y passe pas grand-chose, spécialement le dimanche, où s'enchevêtrent étroitement, à leur plus haut degré d'efficacité, l'ennui, le silence et le froid. Et puis, Au piano, page 118, disais-je,
pour Max, on est au purgatoire. Le début de la journée suivante serait assez déprimant. C'est aussi qu'on serait dimanche, et que même dans un lieu semblant aussi coupé du monde que le centre, le dimanche produirait comme toujours et partout son effet de lenteur et de vide, d'étirement pâle, de résonance creuse et navrée. Il arrive à nous trouver, alors dans tous les livres, un paragraphe sur le dimanche et à chaque fois différent. Enfin, l'effet est toujours donné, est toujours le même. Ah oui, alors, ça change un petit peu avec les femmes, donc lui, à partir du moment où il est au paradis. Ça commence au paradis, pas au paradis, au purgatoire, car l'infirmière qui s'occupe de lui, c'est Doris Day. Doris Day, il en parlait déjà dans les grandes blondes, c'était une des grandes blondes possibles, et Doris Day, vraiment, elle veut pas avouer tout de suite qu'elle est Doris Day, mais il réussit à ce qu'elle avoue, et le chapitre 18, page 144, je sais par cœur où c'est, voilà le chapitre 18, Nuit d'amour avec Doris Day. Donc et quand il revient sur Terre, tout de suite il se met en couple. C'est pas très réjouissant son couple, mais alors qu'avant il était jamais, c'était un homme vraiment seul, celui-là, se luttant contre l'alcool et son trac pour jouer du piano. Soudain, ça change. Pareil. Alors un petit clin d'œil vers les grandes blondes, je vais lire quand même, page 98. C'est là. À propos du métier, il s'inquiète de qu'est-ce qu'il va faire comme métier quand il va revenir sur Terre. Et Béliard, le fameux majordome, comme je vais dire, on trouvera, dit Béliard, on trouve toujours des solutions pour tout le monde. Prenez Doris, par exemple. Elle aussi a dû se reconvertir. Il lui a fallu changer de métier. Elle a choisi les soins médicaux. Bon, elle se débrouille pas si mal. C'est aussi qu'elle a un peu le physique adéquat. Mais on a beau faire, elle n'a pas pu se débarrasser de ses petites habitudes de star. Ça la reprend de temps en temps. Il faut quelquefois la remettre à sa place. Ah oui, dit Max, j'ai cru remarquer que vous n'aviez pas l'air de vous entendre fort. C'est pas seulement ça, dit Béliard, c'est aussi que je n'aime pas trop ce genre de fille. Quel genre, demande Max. Oh, fit Béliard avec un geste, les grandes blondes et tout ça, je connais trop. Donc, c'est le petit clin d'œil aux grandes blondes. Encore un virage dans l'œuvre de Deschneuse. Cette fois-ci, il nous offre des fictions biographiques, ou des biofictions. Lui, il dit que il aimerait appeler ça des vies imaginaires, en référence à un auteur qu'il aime bien. J'ai pris ses œuvres complètes, mais je ne crois pas que je vais beaucoup en lire, parce qu'on a plein de choses à lire. C'est Marcel Schwab, et donc qui avait écrit des vies imaginaires. Donc c'est le mot qu'il aurait aimé. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, alors les 3 titres là, tant pis, vous n'y avez pas eu droit au bon moment. Ça, il y avait des chances. Voilà les 3 personnes. À partir de 3 personnes célèbres, Ravel, dans un livre qu'il appelle Ravel, Zatopek, dans un livre qu'il appelle Courir, et Tesla, dans un livre qu'il appelle Des éclairs. À partir de ces personnes célèbres sur lesquelles on est très documenté, il fabrique un roman, où il les prend comme personnages. Roman parce qu'il choisit l'angle de vue, la période dont il va être question. A priori, dans une biographie, on se dit qu'on devrait aller de la naissance à la mort et avoir des repères de date. Aucune date, à aucun moment, dans ces 3 livres. C'est une histoire qui coule, sans repère de date, mais pour les gens cultivés, il y a des indices. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, Ravel. Ravel, le début, Ravel a du mal à sortir de son bain. D'aucuns y ont vu une naissance métaphorique. Bon, m'en fiche, c'est pas ça. À la porte, il y a déjà une de ses amies, Hélène, qui l'attend, parce qu'elle va le conduire, on est entre Noël et jour de l'an, il fait très froid, la pauvre, et elle va le conduire à la gare Saint-Lazare, en passant par la rue de Rome, pour prendre un train qui va le conduire au Havre, où il va prendre un transatlantique. Il part pour sa première tournée en Amérique. Bon, quand est-ce que c'est? On a un indice parce qu'il achète un journal. Alors, il y a des petits détails sur le journal. Ravel était un homme de gauche, il ne trouve qu'un journal de droite, ça l'énerve, mais enfin bon. Il tombe sur une rétrospective de ce qui s'est passé pendant l'année, c'est là où je parlais de culture. Premier film parlant, première émission aux essais de la télévision, exécution de Sacco et Vanzetti. Bon, moi je savais pas tout ça, mais je peux vous dire c'est 1927. Car le chapitre, parce que je vous les ai mises par contradiction les dates, moi. C'est moi qui les mets là. Et la fin du chapitre, c'est
Il lui reste aujourd'hui pile 10 ans à vivre. Donc c'est en 1927 que, je dis juste avant le jour de l'an. Et après, on va pour lui jusqu'à sa mort. Zatopek, ça a un écho de nos jours assez fort. Zatopek, il place son histoire entre deux événements non datés, mais on connaît quand même, là, même si on n'est pas très cultivé, entre deux événements qu'il nous décrit, premier chapitre, dernier chapitre, écriture avec les mêmes phrases en miroir. Les Allemands sont entrés en Moravie. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion. Je passe. Ce n'est qu'une petite invasion éclair, en douceur, une petite annexion sans faire d'histoire. Ce n'est pas encore la guerre à proprement parler. C'est juste que les Allemands arrivent et qu'ils s'installent, c'est tout. Bon, donc on voit quand c'est. Dernier chapitre, fin de l'histoire de Zatopek. Les Soviétiques sont entrés en Tchécoslovaquie. Ils y sont arrivés par avion et en chars d'assaut. Je passe un assez grand passage où il décrit vraiment tous les chars d'assaut. On pourrait juger un tel arsenal approprié à une guerre ou à une invasion, mais pas du tout. Il ne s'agit pas non plus d'une petite annexion en douceur comme il y a 30 ans, non. Il s'agit juste que les Soviétiques viennent mettre un peu d'ordre dans un régime dont ils se pensent maîtres, dont l'évolution actuelle leur apparaît comme une fâcheuse dérive et qu'il convient de normaliser rapidement. Ils arrivent donc avec les armées de 5 pays du pacte et ils s'installent. Voilà tout. Donc entre 39, où Zatopek a 17 ans, il nous dit vaguement, très rapidement, qu'il a quitté l'école à 14 ans et qu'il travaille chez Bata en même temps qu'il suit des cours du soir. Après, donc en 68, comme il avait pris parti pour Douchek, il est renvoyé de l'armée parce que son statut a été d'être militaire tout le temps de ses courses. Et il est envoyé dans des mines d'uranium pendant 6 ans, avant d'être amené à Prague, personne ne sait pourquoi, où on pense l'humilier en le nommant éboueur. Mais le bouche à oreille a fonctionné, et pendant que Zatopek ramassait les ordures, les gens se massaient sur les trottoirs pour l'applaudir. Donc très vite, on l'a enlevé, et il a fini sa vie active comme archiviste dans un sous-sol d'un ministère, je ne sais plus trop lequel. Je vous ai dit que pour Tesla, il pas de sa naissance à sa mort parce que les deux sont assez romanesques. Tesla est d'origine serbe, on est en 1856, c'est l'empire austro-hongrois, la Serbie et la Croatie en font partie. Il naît sur la côte croate, une nuit de juillet, où il y a des éclairs. Le livre s'appelle Des éclairs, je peux vous le montrer. Il y a des éclairs à tout casser, tout le monde est affolé, le médecin est quand même là, la dame accouche, mais personne ne note l'heure, si bien qu'on ne sait pas, souvent sur les biographies de Tesla, né la nuit du 9 au 10 juillet 1856, bon, en réalité il est plus souvent marqué du 10 juillet. Donc des éclairs, quand on sait comment plus tard il va travailler sur l'électricité et avec tous ces spectacles qu'il va donner où il y a des éclairs, c'est assez rigolo. Sa mort aussi est assez romanesque puisqu'il a fini par lasser tout le monde et il a tout le temps vu, à partir du moment où il est arrivé aux États-Unis, il a toujours vécu dans des hôtels. Et il se fait renverser juste lui aussi avant le jour de l'an, enfin lui aussi parce que c'est une autre période dont j'ai parlé, il se fait renverser par une voiture, faut que je dise quelque chose. Et il refuse qu'on l'emmène à l'hôpital, il rentre à l'hôtel où il met le panneau ne pas déranger, il veut pas qu'on le dérange, et là, quand quelqu'un entre dans la chambre 3 jours plus tard, il est mort. J'ai oublié de dire que c'est le seul dans les 3 romans qu'Echno s'appelle pas par son nom. Il ne dit pas Tesla, il dit Grégor, parce qu'il a pris des libertés avec un petit peu la chronologie, ça. Mais surtout, il invente 3 personnes qu'il mêle à l'histoire de Tesla, dont la personne qu'il renverse à la fin. Alors qu'en fait, il a bel et bien été renversé par une voiture, Tesla, mais on ne sait pas, le conducteur a pris la fuite, on ne sait pas qui c'était. Alors, qu'est-ce qu'on a de commun avec nos anciens héros echnosiens ? Pour Ravel, c'est flagrant. Ravel est un homme qui s'ennuie. Il est très entouré, c'est un homme seul, vraiment. Il est très entouré tout le temps, mais il souffre d'ennui et ses amis se décarcassent pour lui trouver des idées. Le boléro naît comme ça, parce qu'on lui dit « Ah, tu pourrais pas écrire un petit truc de danse ?» etc. Le concerto pour la main gauche, peut-être que c'est ça qu'il est. Ça nous donne un peu
légèreté dans le livre, parce que sinon c'est terrible, c'est crépusculaire ce roman Ravel, parce que Ravel est mort d'une dégénérescence cérébrale, les 10 derniers de sa vie, il voit son affaiblissement, mais il avait un tempérament tellement égocentrique que ça donne lieu à des scènes assez drôles. Il trouve normal d'avoir toujours des gens qui le suivent, qui portent ses bagages, des femmes essentiellement d'ailleurs. Alors, il y a une scène un peu drôle où, à propos d'hommes, donc il est insomniaque aussi, donc il s'ennuie, il est insomniaque, très bien chez Schnoz. Alors, il pourrait peut-être essayer de dormir avec quelqu'un quand même. Le sommeil est parfois plus facile quand on est moins seul dans un lit. Il pourrait toujours tenter le coup, mais non, rien à faire. On ne sache pas qu'il est amoureusement aimé, homme ou femme, quiconque. On sait que lorsqu'il s'est enhardi un jour à proposer le mariage à une amie, celle-ci s'est mise à rire très fort en s'exclamant devant tout le monde qu'il était fou. On sait que lorsqu'il a essayé avec Hélène, c'est une musicienne, celle qui l'emmenait à Saint-Lazare, lui demandant de façon détournée si ça ne lui plairait pas de vivre à la campagne, elle a aussi décliné cette proposition, quoique avec plus de douceur. Mais quand une troisième, aussi grande et importante qu'il est petit et mince, lui a fait à rebours la même offre, on sait encore que c'est lui qui s'est mis à rire aux larmes. Voilà, la vie amoureuse de Ravel. Quant à, on va suivre dans l'ordre, Zatopek, lui, il rencontre Dana à une épreuve sportive, championne de javelot. Ils vont avoir toutes les médailles d'or aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 52, lui 3 médailles d'or, elle 1 pour le javelot. Donc Schnoz n'est pas très intéressé par les couples heureux, donc il le signale, il raconte comme c'était une femme bien, mais bon, on passe, même si elle est citée. Dana, elle est morte en 2020, donc très récemment, et j'ai trouvé sur Internet un petit reportage qui est passé à la télé tchèque quand elle est morte, pour parler d'elle. C'était effectivement, on voit une femme extrêmement sympathique, toujours souriante, dynamique, vraiment, qui avait l'air d'être une femme bien. Bon, en tout cas, c'est pas... Bon, même pour Ravel, il passe, vous avez vu, c'est le seul moment où il en parle. Des éclairs, Tesla... Grégor dans l'histoire, lui aussi est un homme seul, lui il s'ennuie pas du tout, il vit à 100 à l'heure, il a une idée par minute, il a déposé 800 brevets mais ça tient pas compte de tous ceux qu'il n'a pas déposés et qui l'ont ruiné, mais il est plein de phobies, en particulier il a peur des contacts physiques, il se lave les mains toute la journée, il est répugné par les cheveux et par les boucles d'oreilles, surtout s'il y a une perle sur les boucles d'oreilles. Donc, ça complique ses relations avec les femmes, pourtant il a un succès fou. C'est un homme contradictoire, c'est-à-dire c'est un solitaire qui travaille tout le temps, mais il adore la vie mondaine, il adore se donner en spectacle, il se répand dans les journaux. Quant à sa vie amoureuse, il dit qu'il n'a aimé d'amour qu'une seule, une pigeonne blanche. Alors revoilà les pigeons. Tesla, en fin de vie, c'était la seule chose qui l'intéressait. Il achetait, il se ruinait, il était endetté, n'en parlons pas, et il achetait des graines pour aller nourrir les oiseaux de manière générale, mais surtout les pigeons. Il ramenait les pigeons dans sa chambre d'hôtel quand ils étaient mal en point. Il a fallu vider un hôtel où il habitait pour le désinfecter, parce qu'il avait quand même amené un peu trop de pigeons, ce qui est complètement contradictoire avec le fait, encore une fois, qu'il était dégoûté par tant de choses. Mais, je vous le montrerai, je peux le mettre déjà ici. Je peux raconter maintenant, j'ai perdu mon fil, mais ça fait rien, que, toujours dans le livre Jérôme Lindon, un jour de 99, téléphone à Schnoz en lui disant: vous avez vu Ghost Dog de Jim Jarmusch? Devant la réponse négative de Schnoz, il insiste en disant: ah, mais il est fait pour vous ce film, vous devriez l'aller, il est fait pour vous. L'histoire ne dit pas si Schnoz a vu ce livre, mais moi ce film, je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai regardé, et c'est vraiment étonnant, c'est de Schnoz. L'homme que vous voyez couché là avec un livre est un tueur, mais encore comme les tueurs des Schnoz, c'est-à-dire un tueur, il tue des types de la mafia, ça fait rien. Et surtout, il a un code de l'honneur terrible, il passe son temps à lire le code du samouraï, c'est le sous-titre du livre d'ailleurs. Il prête des livres à une petite fille de son quartier, il a des relations amicales, bien que solitaire, le film se passe très souvent la nuit, et il adore les pigeons. Il est tout le temps tiré de pigeons. Quand il va être tué lui-même,
des pigeons vont venir se poser à côté de lui. L'image du film assez émouvante. Donc là, j'ai pas pu résister. Donc je me suis dit, pourquoi Tesla? Ravel, Zatopek, j'ai pas de réponse à pourquoi ces gens-là dans ses biographies. Il avait dit qu'il y en aurait 3. C'est tout. Dès Ravel, il a annoncé qu'il y en aurait 2 autres. Il devait avoir préparé. Tesla, pour nous, quand on a fait des études de physique, c'est une unité. Mais moi, je connaissais pas Tesla. Il y a la voiture électrique, bien sûr. Maintenant, évidemment, un peu plus que en 2010, c'était des éclairs. Oui, c'est ça, c'est en 2010. Mais il paraît, Tesla, on peut pas dire que ce soit une célébrité en France. Il paraît qu'aux États-Unis, c'est une célébrité. Et depuis que j'ai retravaillé ça, un autre Jarmusch, il y a toute une scène qui est consacrée à Tesla. Et puis, dans un roman, j'ai rencontré aussi des allusions à Tesla. Il est redevenu aux États-Unis à la mode, et on parle beaucoup de Tesla. Bon, donc peut-être la raison pour laquelle, comme il parlait beaucoup dans les journaux, on sait beaucoup de choses sur lui. Alors, le point commun à ces 3 personnes sur laquelle il se focalise, c'est le moment où ça commence à ne plus aller. Je peux pas dire déchéance, décadence, enfin, c'est trop dévalorisant. Pour Zatopek, c'est pas grave, puisque Zatopek, il a tout le temps su qu'un jour, il pourrait plus courir. Il serait battu par des autres. Il le dit dès le début. Bon, alors, évidemment, il dit, ça y est, j'arrête, après avoir perdu 2-3 fois, puis un jour, il résiste pas, une nouvelle petite course, il gagne, donc il en refait d'autres. Jean Echenoz compare ça aux adieux des artistes du showbiz, à répétition. Bon, mais ça se passe très bien. Zatopek est une bonne nature, tout le temps heureux, il lui arrive pourtant des tas de trucs pas rigolos, mais bon. Alors que chez les 2 autres, il insiste. Bon, je vous ai dit, comme Ravel, c'est particulièrement fort pour lui. Il nous dit que il se révolte en vain de ne plus servir à rien, d'être enfermé à l'intérieur de soi. Alors, à partir de ce moment-là, ces notations de l'enfermer à l'intérieur de soi, je pense que Echenoz traversait une petite période où il allait pas bien, parce que c'est lui qui parle encore plus pour Tesla, c'est encore plus, puisqu'il nous dit qu'il est donc fatigant d'être à l'intérieur de soi, toujours sans moyen d'en sortir, considérer le monde depuis cette enveloppe où on est enfermé. C'est le narrateur qui parle là, c'est pas Tesla. Tesla, voilà ce qu'on a un petit peu un moment. Encore une fois, c'est le narrateur. Alors il l'appelle donc, il n'ose pas l'appeler Tesla, il l'appelle Grégor dans des éclairs. Avec tout ça qui est allé vite comme toute sa vie, Grégor va sur ses 55 ans. On ne se rend jamais compte à quel point c'est rapide, alors que les journées traînent en longueur et que les après-midi sont interminables. Ça, c'est de Echenoz, c'est pas du tout Tesla qui vivait à 100 à l'heure. On se retrouve doté d'un certain âge sans avoir bien compris comment, même si, comme Grégor, on consulte sa montre tout le temps. Donc, ces 2 romans, Des éclairs et Ravel, sont, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu crépusculaires, disons. Hein. Je crois que je vais dire... Bon, pour alléger l'atmosphère, pour l'encourir, c'est encore un record battu. Il ponctue son récit de petits mots qui reviennent tout le temps. Et pour Tesla, c'est ça le coup. Parce qu'évidemment, Tesla se fait avoir par Edison, bien. Edison est le méchant dans l'affaire. Westinghouse, il est pas mal, mais il va finir par... Ah, puis il y a JP Morgan aussi qui l'aide. En fait, il vivra toujours des autres. Il s'est jamais intéressé à l'argent. Et ses notes d'hôtel parfois étaient payées par les autres. Alors, ce qui n'a plus été pour lui, c'est pas qu'il ait plus d'idées, mais c'est que les gens ont marre de payer pour des expériences qui semblaient à tous absolument sans issue. Or, pourtant, on l'a cru au début, et c'est à lui qu'on doit le courant alternatif, l'utilisation du courant alternatif, alors qu'Edison tenait au courant continu, d'où la bagarre entre les deux. Enfin, et puis Edison lui avait promis de l'argent, il a réglé un problème parce qu'il était... C'est un peu négatif de dire qu'il était bricoleur pour un ingénieur inventeur de ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il réussissait à réparer tout ce qui ne fonctionnait pas. Il voyait toujours d'où ça venait. Et donc,
Edison lui avait promis $50 000 s'il réussissait à régler un problème, qu'il règle en 1 semaine, et quand il revient pour toucher, vous connaissez pas encore l'esprit américain, mais c'était une plaisanterie. Et donc ça, il l'a pas bien digéré. Sale coup. Donc Echnoz nous dit sale coup parce qu'il aura quand même pas mal de sale coups. Voilà. Alors maintenant, on passe au dernier trio, qui est un peu échevelé parce qu'ils n'ont pas vraiment de rapport. Je commence par 14. 14, c'est la guerre de 14, qui est parue en 2012. Echnoz dit que, parce que ça paraît un peu opportuniste, Echnoz dit que il a trié pour une amie les lettres d'un poilu qui était son grand-père, et que, comme c'était la période où reparaissaient tous les livres des témoins de la Grande Guerre, il a lu tous les auteurs qui l'ont vécu, ceux dont tu nous as parlé dans ta conférence, les écrivains de la Grande Guerre, côté allemand comme côté français. Et il a eu envie d'écrire ce que pourrait dire de manière un peu, encyclopédique, enfin un peu, mais resserrée à la Echnoz, pour des générations qui n'ont aucun lien avec la Grande Guerre, qui n'ont connu personne qui ait connu la Grande Guerre. Donc il nous ramasse en un livre beaucoup de choses, mais ça n'a pas avec son ton distancié en plus, ça n'a pas la réception que peuvent avoir des gens, des témoins. Alors, deux hommes, Charles et Antime, sont visiblement amoureux de la même femme. On ne sait pas leur lien, on connaîtra assez loin dans le livre. Le premier est arrogant, le deuxième est un brave garçon qui a des copains, et 3 copains en particulier, et les 5 hommes. Ça commence le jour de la mobilisation, le temps qu'on leur trouve un équipement, les 5 hommes partent pour la guerre. Ils nous donnent un panel de ce qui a pu se produire. Il y a 2 tués au combat, 1 fusillé et 2 qui reviennent blessés, plus ou moins graves. Les combats n'ont lieu qu'au chapitre 8, donc quand vous voyez l'épaisseur du roman, c'est assez loin. Donc il y a toute l'avancée, tout ce que pensaient les hommes qui partaient, les marches, le barda insupportable. Donc là j'ai mis, pour avoir une image qui fixe, l'évolution de la tenue avec le couvre-chef, du képi à la cervelière. Je ne sais pas pourquoi ils disent tous que ça donnait terriblement mal à la tête, je ne sais pas pourquoi, les cervelières, qui ont ensuite été remplacées par le casque. Bon, là aussi, on s'ennuie à la guerre, quand il n'y a rien. Et puis soudain, les combats arrivent au chapitre 8. On peut faire confiance à Echnoz pour montrer ce qui ne va pas, non seulement dans l'équipement, mais aussi dans le fait que ce soit mal organisé, qu'au début, ceux derrière tirent sur ceux de leurs copains qui sont devant. Jamais il y a le mot ennemi à un seul endroit et le mot Boche à un seul autre endroit. Sinon, c'est ceux d'en face. Ça fait partie, en fait, de cette distanciation. Ils n'incarnent pas le problème. Par contre, les armes, elles, nous sont décrites, elles arrivent. Il dit que c'est un opéra, il dit qu'il arrête, il parle des combats à un moment, qu'il va arrêter parce que c'est un opéra sordide et puant. Et puis il se rend compte que c'est peut-être fort de dire ça, donc il dit ce n'est peut-être pas pertinent de dire ça sur une telle boucherie. Puis de nouveau pirouette d'Echnoz, surtout quand on n'aime pas l'opéra. Donc à chaque fois, il y a toujours ces petits allées-venues entre le drame, mais toujours cette distance. Voilà, je vous ai dit que les malheurs arrivent d'en face. Oui, alors dans les choses de derrière, il y a aussi les gradés qui ne font qu'une chose, essayer de récupérer ceux qui veulent déserter. Voilà, après un très gros combat qu'il nous dédie avec plein d'horreur, le silence semblait donc vouloir se rétablir quand un éclat d'obus retardataire a surgi, venu d'on ne sait où et on se demande comment, bref comme un post-scriptum. C'était un éclat de fonte en forme de hache polynéolithique, brûlant, fumant, de la taille d'une main, non moins affûté qu'un gros éclat de verre. Comme s'il s'agissait de régler une affaire personnelle, sans un regard pour les autres, il a directement fendu l'air vers Antime, en train de se redresser, et sans discuter, lui a sectionné le bras droit tout net, juste au-dessous de l'épaule. Voilà un de nos blessés qui est un des personnages principaux de ce livre.
Les 2 derniers romans maintenant. Ces 2 derniers romans, ça va peut-être aller plus vite, je sais pas. Envoyé spécial et Vie de Gérard Fioulmar, que j'ai mal reçus tous les 2. Alors, comme j'allais vous en parler, il fallait quand même que je les relise, mais je renaclais un peu. Et miracle, j'ai trouvé à la bibliothèque Envoyé spécial, lu par Dominique Pinon. Et je l'ai pris, comme je fais souvent des voyages en voiture qui sont un peu longs, et puis que les livres sont pas très épais, je l'ai pris. Et j'ai rigolé mon aller et le retour. 8 heures à rire. Tout ce que j'avais pas vu, finalement, Dominique Pinon convenait exactement pour lire ce roman. Donc après, je l'ai repris et lu, et beaucoup plus apprécié que les autres fois. J'ai réessayé du coup aussi pour l'autre, parce que Dominique Pinon lit aussi celui-là, mais ça n'a pas marché. Ni l'écouter, ni le lire. Bon. Après tout, un auteur a le droit d'avoir lui aussi sa période où ça va plus. On espère que ça repartira, parce qu'on lui doit, enfin moi je trouve que je dois beaucoup de choses à Echenoz et que c'est pas grave s'il y en a un qui marche mal. Envoyé spécial. On retrouve, j'étais ravie au départ, on retrouve les histoires compliquées des premiers livres, avec les services secrets. Alors c'est toujours un bureau avec un général et un bonhomme, c'est tout. Les services secrets, on va pas savoir comment ça marche grâce à Echenoz. Le but, c'est d'envoyer une femme suffisamment séduisante pour séduire justement un dignitaire du régime de Corée du Nord, qui, comme son maître Kim, a fait ses études en Suisse et est parfaitement francophone. Et pour bien préparer, il faut trouver la femme, et il faut bien la préparer pour qu'elle soit bien docile et qu'elle se laisse convaincre que ça vaut le coup de faire ça, parce que la Corée du Nord, c'est pas très attirant. Donc, voilà le second du général qui a une idée, une femme qui s'appelle Constance, qui est la 3e héroïne. Elle est moins victorieuse que les autres. Elle est constante, celle-là. Constance, qui est une femme à la vie vide. Je crois que ça participait de ce que je n'ai pas aimé en première lecture, c'est qu'elle paraît un peu tête vide, un peu futile, belle femme, mais bon. Et donc, elle est enlevée, et pour qu'elle soit bien docile, comme il a été prévu, on la séquestre là. Comme d'habitude, je suis décalée, là, mon effet, là. On l'emmène dans la Creuse, dans une maison loin de tout, où elle est gardée par 2 bras cassés. Pourquoi j'ai la photo de la maison? Parce que c'est la maison des grands-parents de Pierre Michon. Pierre Michon a toujours cette maison dans la Creuse, il est ami avec Jean Echenoz, qui fait de réguliers séjours, et qui s'est dit, voilà un coin perdu où je vais pouvoir... Il nomme bien Chastelux, je sais pas quoi, le nom des villages à côté, c'est vraiment ça, c'est près de cet endroit-là. Notre Victoire, en fait, elle est maligne, parce qu'elle a une très grande force d'adaptation. Constance. Elle est notre Constance. Et elle finit par même prendre en main la maison, jardiner. Elle a attaqué l'encyclopédie qui est en 10 tomes, et elle commence à la lettre A. Elle plaît tellement à ces 2 gardes qui sont des sous-traitants. La sous-traitance, même les services secrets sous-traitent. Donc, ces 2 types-là ne savent pas du tout pourquoi ils doivent garder cette fille dans cette maison. Et comme ils s'attachent à elle, ils se disent faut la protéger, et ils la déplacent pour qu'elle ne soit pas retrouvée, et où ils la mettent en haut d'une éolienne. Regardez bien les éoliennes quand vous circulez. En haut, il y a comme une petite caravane. Je crois qu'il y a différents modèles. À force de les regarder, j'ai l'impression qu'il y en a où il y a plus de place que d'autres. Mais bon, donc elle est là. Et c'est un clin d'œil quand on est lectrice d'Echenoz. Dans l'équipée malaise, c'était déjà une chose bizarre. Une fille était enlevée, elle était emmenée dans un château d'eau. Et dans la partie en haut du château d'eau, où normalement un château d'eau désaffecté. Là où il y avait les réservoirs, normalement. Donc ça m'a rappelé cette histoire-là. Bon, enfin, toujours est-il que le type des services secrets, il met pas longtemps pour la retrouver, puis comme il est bel homme, Constance, comme toutes les femmes, elle n'est pas indifférente aux beaux hommes, elle le suit volontiers et elle l'a envoyé en Corée. Cette Constance, elle était mariée, et elle est célèbre en Corée. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, c'était une chanteuse qui avait chanté un tube international. Et donc, quand elle arrive en Corée, elle est reçue comme un VRP, tout se passe bien avec le type qu'elle est chargée de séduire. Pendant ce temps-là, son mari, on essaie de faire croire que c'est un vrai enlèvement,
Et donc, on lui demande une rançon, on sait qu'ils sont pleins d'argent, et lui, il renacle un peu. Il va demander conseil à son frère qui est très drôle. C'est un avocat huppé du 16e arrondissement, mais qui chaque fois que son frère va le voir, lui dit « Ah, tu as un cheveu là. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce truc ?» À chaque fois, il trouve quelque chose à lui dire. C'est le comique des choses est toujours fait de ces petits détails qui se répètent. Cependant, ils vont tous revenir, enfin tous presque, revenir sains et saufs en ayant traversé à pied le no man's land entre les deux Corées. Donc vous imaginez, il ne faut pas chercher à être crédible dans les histoires des schnoz. Alors, il faut dire que s'il y a des trucs rigolos toujours aussi, commence à apparaître ce qui est aussi vérifié là dans le suivant, c'est que quand il y a des digressions, elles sont plus wikipédiestes, je dirais, enfin, elles sont pas fantaisistes. Les digressions dans Meridian Greenwich, il invente la ligne de changement de date, prolongement du Meridian Greenwich, en fait c'est pas lui-même, et qui est tracée de façon à ne passer dans aucune terre habitée. C'est normal. Mais évidemment, Echnoz invente une île qui n'avait pas été découverte et où on peut avoir un pied un jour et un pied l'autre jour. Son rapport au temps est tout à fait satisfait de ça. Où un savant a été enlevé. Il y a 2 des malfrats, je ne sais pas quelle étiquette, ils sont plutôt sympas à vrai dire, leur donner, qui sont des gardes là, dans cette île, et qui discutent, ils s'ennuient beaucoup. La seule végétation, c'est des arbres bouteilles. Bon, alors ils évoquent peut-être que s'il y avait des chênes-lièges, on pourrait faire des bouchons, enfin ils plaisantent là-dessus, puis soudain ils partent sur le platane. Il y a une page, moi, qui me ravit sur les platanes. Mais c'est pas l'encyclopédie sur le platane, c'est plein d'inventions sur le platane, qui est un être solitaire, vous avez vu déjà des forêts de platane, etc. Donc ça dure une page, et moi je me délecte de ça. Dans les derniers livres, c'est cette imagination qui est, semble-t-il, tarie. C'est-à-dire, il nous raconte des choses qui peuvent être parfois drôles, mais il n'y a pas cette invention qu'il y avait dans les premiers romans. Alors, vie de Gérard Fulmar. Donc, notre Constance, elle est bien, finalement. Elle est bien. Vie de Gérard Fulmar, alors, je pense avoir trouvé pourquoi ça va pas du tout. C'est que, là, de nouveau, comme ça avait été le cas dans quelques chapitres de nous trois, c'est une narration qui dit je, c'est-à-dire c'est le personnage dont le Gérard Fulmar, en plus cette sonorité ne me plaît pas du tout, c'est le Gérard Fulmar en question qui raconte son histoire, enfin dans un très grand nombre de chapitres, pas tous, mais un très grand nombre de chapitres. Or c'est un minable, donc c'est un peu déplaisant d'être embringué avec un minable. Il était steward, il a fait quelque chose de pas bien sexuellement, je pense, parce qu'en tout cas, il a été renvoyé de son métier et il a obligation de soins. Et pour ça, il voit un psychiatre, et ce psychiatre est un membre d'un petit parti politique, pas très intéressant non plus. Donc on a nos 2 pôles, le mec qui est au chômage, mais qui essaie de se refaire une vie en voulant être détective, petit clin d'œil au détective des autres romans, mais il est vraiment pas à la hauteur, et puis le petit parti politique. Mais il y a des choses bien. La critique des médias, elle est pas mal faite. La façon dont les médias sont voraces dès qu'il se passe quelque chose. Car il se passe quelque chose dans la rue où habite Gérard Fulmar. Un débris de l'espace tombe sur un supermarché et qui est complètement détruit. Alors, là encore, il y a une digression sur les débris de l'espace. Mais c'est convenu un petit peu comme description. Je veux dire, oui, on sait bien qu'il y a plus de chances pour que ça tombe dans l'océan, mais que ça peut arriver. Enfin bon. Ce qui est drôle, c'est quand on nous explique qu'un type est tué par un boulon qui rebondit sur un mur. Franchement, le rire est pas mal placé, je trouve, à ce moment-là. Hein. Et donc, je préfère dire que vie de Gérard Fulmar, tiens, on va regarder Pierre Michon avec Echnoz, dans la dite maison en question. J'ai fait un arrêt d'image d'un petit film de la Grande Librairie. Ça, ce sont des images d'un petit reportage qui est passé à la Grande Librairie, que j'ai trouvé sur Internet, donc on arrête l'image et je fais une copie d'écran. C'est comme ça que j'ai eu la maison et ça. Alors, voilà quoi. Les inspirations. Un peu à la fin maintenant, il faut quand même que je dise tous mes manques. Mes manques, c'est que, comme Geneviève, je ne peux pas faire Echnoz et la musique, et pourtant le jazz est très présent.
Vous tombez à pic d'Ibec, on a peut-être l'impression d'entendre il aime une écriture syncopée, dit-il, il aime beaucoup le jazz, incompétence, donc je n'en parle pas le temps de toute façon. Le cinéma, alors il se trouve qu'à Beaubourg, il y a eu une expo que j'ai vue en janvier 2018, l'hiver 17-18, Echenoz a fait don de toute sa documentation à la librairie, bibliothèque Jacques Doucet. Et donc la BPI, la bibliothèque publique d'information de Beaubourg, a fait une exposition sur Echenoz que j'ai vue, et il y a eu une soirée même autour d'Echenoz après. Et elle s'appelait Rotor Stator, pour montrer l'amour soi-disant amour de la mécanique d'Echenoz et l'immobilité qui soudain ça démarre, comme l'immobilité où le vide permet mieux d'engendrer l'action ensuite. Et pourquoi je disais ça, vous croyez? Le cinéma, ah oui, il y avait une salle dans laquelle passaient en continu des films de série B qui sont de l'univers d'Echenoz, avec quelques vedettes très connues, mais d'autres pas du tout, des films noirs en général. Hein. Donc j'étais fatiguée, j'avais mal au dos, donc je suis pas restée debout à regarder ces films, donc je pourrais pas. J'en ai demandé, je leur ai écrit, ils sont super sympas. Ils m'ont envoyé, c'était pas pour moi, c'était pour une de mes nièces, et ils m'ont envoyé la liste des films qu'ils projetaient, mais je l'ai perdue. Alors j'ai pas voulu recommencer à redemander qui me la renvoie. J'ai pensé que c'était tant pis pour vous. Mais il y a des allusions littéraires qui, la plupart du temps, me passent par-dessus la tête, là aussi, incompétence. Sauf, il y a eu ça. Bon. Alors, il faut que je vous dise que Echenoz, en 99, comme il a été très interviewé après le prix Goncourt, explique que dans tous ses moments, il est pas que pour ça, mais il est sollicité pour parler dans un petit film de Jean-Patrick Manchette. Et il explique que dans tous ses romans, donc il dit ça en 99, il y a un petit bout de Jean-Patrick Manchette. Bon. Il donne un exemple pour lequel il avait écrit à Manchette, c'est dans Les Grandes Blondes, où Gloire, à un moment, est dans son lit, et à plat ventre, il y a des livres autour d'elle, dont il nous donne les titres. Il reprend cette scène d'un des romans de Manchette. Bon, à part cet hommage à Manchette, à qui il doit l'entrée en écriture, son amour littéraire, c'est Flaubert. Donc, il dit que sur sa table de nuit, surtout Bouvard et Pécuchet et les Trois Contes. Et il a peut-être que le perroquet, les détectives dans Cherokee cherchent un perroquet à un moment. Bon, c'est peut-être le perroquet d'un cœur simple, je sais pas. Bon, quand j'ai lu « Il connaît la mélancolie des restoroutes », ça a fait tilt. Vive Internet. Bah, c'est un peu trivial, hein, quand on voit l'original. Mais c'est pour montrer, c'est sa façon de plagier. Donc j'ai tapé sur Internet, je savais que c'était Il connu, mais je savais plus du tout dans quel livre c'était. J'ai tapé Il connu, la mélancolie, et on vous envoie tout. C'est vraiment merveilleux. Tout le passage là. Donc, mais ça, j'ai mis comme si c'était des vers. J'ai cassé la présentation pour qu'on voit qu'effectivement elle reprend. L'imparfait est moins beau que le passé simple. L'effroi réveil, les réveils acides, l'étourdissement des paysages, l'étourdissement des zones rurales et des chantiers, l'amertume des sympathies impossibles à la place de l'amertume des sympathies interrompues. Alors, pour Je m'en vais, je suis très documentée puisqu'il en a parlé. Ça, c'est dans Je m'en vais. Il y a aussi une didascalie de Ubu Roi. Bon, c'est vrai que je n'allais pas reconnaître. C'est dans Je m'en vais. Quand il arrive à Port-Radium, à cause du téléphone, j'ai arrêté tout à l'heure. Port-Radium, qu'est-ce qu'il prend? Des traîneaux. Un chien de traîneau, et ils vont jusqu'à l'épave. Et il a avec lui, et à un moment, il écrit, à propos de je sais pas ce qui se passe, j'ai oublié, tous les deux se tordent, la brise fraîchit. Ça, c'est une didascalie du Burois. Bon. Qui est exactement, tous se tordent, pas tous les deux, tous se tordent, la brise fraîchit. Qu'il a toujours trouvé génial, parce que dans une pièce de théâtre, la brise fraîchit, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ça lui plaît. Il y a du Beckett aussi, mais bon, faute d'alternative. Je l'ai écrit quelque part dans mes papiers, la phrase de Beckett, dans Murphy, où il y a faute d'alternative. Bon, dans une phrase, Echenoz réutilise cette structure faute d'alternative. J'appelle pas ça un plagiat. Mais il y a un autre truc là que j'ai fière, je vous le dis, du coup que j'ai trouvé toute seule. Enfin, j'ai trouvé toute seule qu'il y avait anguille sous roche plutôt, et c'est en lisant 14.
le premier chapitre de 14, Antime, le garçon qui va avoir le bras coupé, c'est le 1er août 14, il fait beau, on est à Nantes, enfin vers la Vendée, part en vélo, il arrive en haut d'une colline où le vent, un vent très fort l'assourdit, et il voit en dessous là un village où il y a un phénomène bizarre qui se passe en haut du clocher, passage, et il comprend que c'est le tocsin, et que les cloches battant, on voit le ciel à travers, puis on le voit plus, puis on voit le ciel, puis on le voit plus. Bon, d'accord. Il comprend que c'est la mobilisation, il fait demi-tour, et il avait un livre sur son porte-bagages qui tombe à plat ventre sur un chapitre. Je ne le lirai pas, n'ayant pas fait de latin, d'ailleurs c'est une langue morte, donc on lit pas. C'est ça qui a écrit, et donc moi, un peu nul, je tape sur Internet, encore une fois, et que vois-je que non seulement c'est dans Jérémie, dans la Bible, à 2 endroits, que c'est dans les psaumes, mais c'est aussi le titre d'un chapitre de 93 de Victor Hugo. Donc, je sors Victor Hugo que Maryse m'avait prêté et que j'avais pas lu il y a très très longtemps, et que là, je le sors et je le lis, et je tombe sur le chapitre, et le premier chapitre de 14 est complètement inspiré du chapitre qui a pour titre ça, dans 93, où un aristocrate est débarqué sur la côte du Cotentin. Il est envoyé par les immigrés pour soulever les chouans de Normandie, et il monte mais on a annoncé qu'il allait arriver, et c'est le cri si je puis dire, le ralliement des chouans se fait parce que dans tous les villages, tous les clochers, on sonne le tocsin, et ce type arrive en haut, il est assourdi par la mer qui est derrière, et le vent, et il voit ce phénomène. Voilà Hugo en haut, et Echnoz en bas. Or, cette cage apparaissait alternativement ouverte et fermée à intervalles égaux. Sa haute fenêtre se dessinait toute blanche, puis toute noire. On voyait le ciel à travers, puis on ne le voyait plus. Il y avait clarté, puis occultation. Et l'ouverture et la fermeture se succédaient d'une seconde à l'autre, avec la régularité du marteau sur l'enclume. Chez Echnoz, ça donne, un mouvement venait de se mettre en marche, un mouvement minuscule mais régulier, alternance régulière d'un carré noir et d'un carré blanc, se succédant toutes les 2 ou 3 secondes, avait commencé, j'ai mal respecté la pause, de se déclencher comme une lumière alternative, un clignotement binaire, rappelant le clapet automatique de certains appareils à l'usine, Antime, qui est donc celui qui se balade avec 93, ayant une usine. Enfin, il travaille dans une usine, on comprendra dans le roman qu'il en est pour partie propriétaire. Donc, en fait, c'est pas que ce passage-là que j'ai mis dans les deux, c'est vraiment tout le premier chapitre de 14 qui est inspiré de ce chapitre de 93. J'ai pas regretté d'avoir lu 93, Maryse. et voilà. Bon. Et alors, moi qui me targuais de me dire, je reconnais, si c'est de l'Echnoz, je reconnais. Bon, c'est vrai qu'en lisant du Jean-Patrick Manchette, c'est vrai que ça, de temps en temps, on pourrait se tromper. Et puis la fin du chapitre dans 93 d'Hugo, il n'entendait pas le tocsin et il le voyait. Voir le tocsin, sensation étrange. J'aurais pu penser que c'était de l'Echnoz, hein, c'est très bien. Voilà. Alors, pour conclure, ce que je peux dire, c'est que même si je n'ai pas aimé les derniers, c'est que Echnoz, pour moi, c'est quelqu'un d'important. Il est considéré comme inclassable, parce que c'est vrai, on peut le rallier à aucun courant particulier de la littérature, je pense, en tout cas. Alors, peut-être que quand il nous raconte que Jérôme Lindon, dans son 2e livre, après Meridian Greenwich, qui avait beaucoup aimé Lindon, qui a eu finalement un prix, Jérôme Lindon a refusé son 2e livre, et s'est fâché. Et lui a dit qu'il faisait plus partie des éditions de Minuit. Echnoz y a cru. Il était tout à fait démonté, il a laissé tomber, il a essayé de se remettre à un autre roman, jusqu'à ce que Jérôme Lindon le rappelle, tout à fait mine de rien. Et donc, il est assez drôle quand il raconte la conversation Echnoz. Et après, ça a été Cherokee, donc pour lequel il a été pris. Peut-être que, c'est ce que disent certains critiques, que Lindon n'aurait pas laissé passer certains livres, mais franchement, moi, à part Vidjar, Fulmar, je veux bien tous les laisser passer. Bon, les biofictions m'intéressent un peu moins. Ravel, c'est très très bien. Janine, par exemple, elle me dit qu'elle adore Ravel, mais pour moi, c'est trop angoissant.
le rire ne suffit, les périodes de rire ne suffisent pas à compenser ce drame de Ravel. Voilà, bon, bah écoutez, j'en ai fait le tour. Voilà une chose maintenant. Quand j'avais mis le bel homme du début, il faut montrer qu'on a tous vieilli. Voilà. Non. Merci beaucoup, Françoise. C'était vraiment une vraie leçon de la relecture, de l'importance de la relecture. J'ai adoré relire. J'ai adoré relire, ça m'a rassuré pour les premiers, que j'aime toujours autant. Ouais. Tu nous as fait déjà les 20 ans, on entend les vicomtes de Bragelonne maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je suis intéressée par les noms des personnages. Ah oui, alors ça. Victoire, Constance, il y a sûrement... et même pour les hommes. Alors, il arrête pas de dire que, non, il prend des noms qui existent, il cherche dans les... Mais c'est pas vrai, parce qu'il joue sur les sonorités. Ouais. Les becs, il y a plein de noms comme ça qui claquent. Tu disais Fulma. C'est un personnage. Fulmar, c'est Gérard Fulmar. Fulmar, c'est un oiseau. C'est un oiseau de mer. J'en ai marre et j'en ai. Oui, peut-être. Voilà. Parce qu'à vrai dire, ce que je voulais vous dire aussi, je sais que je cherche pas à faire de la psychologie, alors que Echenoz fuit la psychologie. Mais je pense qu'il a été pas bien pendant toute une période, et ça se ressent sur ce qui l'intéresse dans les personnages. Ah oui, tu vois. Oui, peut-être que c'est ça. Les victoires, c'est pas... Il dit souvent que, alors les histoires, je veux sortir de son enveloppe, sortir de soi-même, être toujours enfermé. Il dit souvent qu'il rêverait d'écrire autre chose, mais qu'il n'y arrive pas. Il faudrait un nouveau Jean-Patrick Manchette qui lui donne un nouveau style pour démarrer, parce que il se sent prisonnier de son écriture telle qu'elle est maintenant. Donc il a fait des essais désespérés, abandonnant les livres de genre, puis les passant aux biographies. Oui. Bon. Et maintenant, tu le caractériserais comment alors? Je sais pas. Je le caractériser, je peux pas. Il a toujours les mêmes tics de langue. La langue, ça m'a paru vain au départ. C'est-à-dire, c'est toujours si écrit de la même manière, mais on n'est pas intéressé forcément autant. Et donc on peut pas dire que tout ce que j'ai donné comme caractéristique de son écriture, ça a pas changé. Il y a des jeux de main sans arrêt, il y a des surprises dans l'utilisation des adverbes ou des mots, mais ça se plaque sur quelque chose. Bon, il aime bien les noms d'oiseaux ou les noms de poissons. Dans Je m'en vais, il y a un flétan qui est un sale type drogué tout, mais qui est tué par un autre. Comment? En étant enfermé dans un camion frigorifique. Pour un flétan, destin normal, dit-il. Bon, enfin, il y a toujours... là, une seule fois où il est cruel, dans la description d'un personnage d'Odile Otero, surnommé 00, qui est dans l'équipe Emalès, qui est... seule fois où je vois faire parce qu'en général, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est gentiment moqueur quand il montre des travers des gens. Mais les noms des personnages, je pense qu'ils pourraient avoir une thèse à faire sur Echenoz et le temps, le choix des noms chez Echenoz, Echenoz et la musique, le jazz, Echenoz et le cinéma, Echenoz et la littérature. Il dit que c'est sa grande affaire. Mais je vois que à la fois, ce que me dit Joël Afkin de la boîte à livres, il me dit, quand il a vu quand je lui ai dit que j'allais parler d'Echenoz, il a dit, chez Minuit, maintenant, les auteurs se rassemblent et ils se lisent entre eux leurs textes et ils s'entrecorrigent. Parce qu'il y a plus Lindon, ça a été racheté, les éditions de Minuit, ça fait partie du même groupe que Gallimard, je crois, maintenant. Et Irène Lindon a pris sa retraite, qui avait pris la suite de son père. Et donc voilà, expliqué par Joël Afkin, ils s'entrelisent entre eux et ils sont très copains. Et ça signifierait Auster, Gailly, tous ces gens-là. Une valorisation de ce qui se produit parmi lui. Non, parce que c'est quand même des gens de valeur. Hein. Non, oui. Ouais. Donc c'est entre eux que c'est plus le patron qui décide, ce qu'était Jérôme Lindon avec force. Moi, ce qui m'étonne vraiment chez Echenoz, je n'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 3 livres, mais c'est ces pouvoirs de synthèse, de dépouillement. La densité. Mais tout en gardant la richesse, justement. Oui. 14, par exemple, c'est l'exemple le plus frappant.
14 à 124 pages. Ouais. Parler de la Grande Guerre. Ouais. Et tout Ben, c'est ce que François ne peut pas supporter d'ailleurs. À 124 Mais pages. je pense que... Ouais. Ah bon? Mais oui. Et puis en fait, je crois qu'on a beaucoup de choses dedans. Ah, en tout cas, Toi, tu as suffisamment de matériaux pour refaire une présentation des choses d'ici quelques années. Mais je vais vous dire, j'avais prévu, surtout pour les premiers, j'allais d'enchantement en enchantement, et j'avais prévu plein de lectures. Je voulais vous lire tout un chapitre de Cherokee. Je me disais, mais ce chapitre, c'est exactement Cherokee. Il y a le mélange d'odeurs, d'évocation d'odeurs. Il voit la rue, la ville. Alors, il y a ça aussi. Je me dis que peut-être une espèce de notoriété quand même, ou d'aisance, enfin je ne sais pas quel mot employer, fait qu'il voit moins les choses qui l'entourent. Parce qu'il y a plein de détails. Il y a Pierre Le Pape qui avait écrit un petit truc, je vois que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un petit texte de Pierre Le Pape. Il disait que pour se connaître les années 80 ou 90, on n'a qu'à lire Echnoz pour voir des choses qui se passaient. La banlieue en particulier. Bon, hein. Une chose, j'ai oublié de vous dire, tiens, aussi un truc drôle qui glisse comme ça. Flaubert, il adore Flaubert, et Bernie dans Au piano, le fameux accompagnateur du pianiste alcoolique, Bernie habite au début près du parc Monceau, rue Murillo. C'est le dernier appartement qu'a eu Flaubert à Paris, après que sa nièce ait fait faillite et qu'il ait dû changer. Avant, il habitait boulevard du Temple, le fameux boulevard du crime. Et alors le Bernie, il le fait habiter les deux appartements de Flaubert, mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire. Et il décrit, parce qu'on a la description par Zola. Alors ça m'a amusé. J'ai trouvé un texte de Zola qui parle des dimanches, que les dimanches sont supportables parce qu'ils vont tous chez Flaubert quand il est à Paris et qu'ils se réunissent tous, les Goncourt, Zola, le jeune Maupassant. Et il dit que heureusement, c'est vraiment tourné, là aussi, ça m'a amusé, parce qu'avec tout ce que prennent les dimanches dans tous ces livres, et je retrouvais ça sous la plume de Zola, disant que c'était bien distrayant d'aller passer le dimanche chez Flaubert. Donc, rue Murillo, avec vue sur le parc Monceau, c'est le dernier appartement qu'il a eu, et avant, il en avait un plus beau, où il y a eu, pareil, des tas de dimanches, très très bien, rue du Boulevard du Temple. Oui, Boulevard du Temple. Donc, il joue avec des choses qu'on peut pas remarquer. Enfin, moi, j'ai trouvé un PDF, les logements parisiens de Flaubert. Voilà. Donc, il y a les extraits de ce qu'ont dit les gens qui allaient chez lui, qui décrivent les appartements. Donc, il le décrit, l'appartement de la rue Murillo, parce que il veut aller boire un coup, Max, chez Bernie, qui essaie de l'empêcher, il lui sert de l'eau, mais ils vont donc dans l'appartement en question. Bon, il y a toutes ces choses-là, on ne peut les voir que par des relectures, hein. Alors là, surtout quand on lit vite comme moi, première lecture, c'est une ambiance qui me frappe. Et puis 2-3 petits trucs. Il y a une... Excuse-moi, vas-y, non, pardon. Oui, non, mais parce que on était sur le livre Au piano que j'ai relu là, et j'ai été surprise de voir comment toute la première partie où il est pianiste, etc., très réaliste, très angoissante. Très angoissant. Et tout d'un coup, on passe dans une espèce de science-fiction complète. Oui. C'est très étonnant, ça, dans le même livre. Voilà. Et en fait, le fait de nous emmener au paradis, en gros, ça nous montre qu'Echnoz, faut pas chercher à trouver de la vraisemblance dans les péripéties qu'il raconte. Ah oui, le voyage dans l'espace dans nous trois est pas plus crédible. Et c'est là, je trouve, où on le suit plus ou moins. Ah oui, alors comme moi ça m'amuse. Toi, tu le suis très bien. Oui, moi je suis très bien. Moi là, j'avoue qu'au piano, à partir on est parti là, au purgatoire, vraiment j'approchais, mais plus du tout. Moi c'est à cause de Béliard, de retrouver Béliard. Oui, moi en première lecture, c'est vrai que piano, je l'avais pas trop aimé non plus, alors que là, t'es pas de tourner. Il y avait la copine Françoise qui était là tout à l'heure, qui me dit lequel il faut que je lise. Alors j'ai d'abord dit Cherokee, parce que j'ai une tendresse quand même particulière pour Cherokee. Mais j'ai beaucoup l'équipé malaise. Tout le voyage en bateau, pas au début. Oui, les premiers quand même. Mais c'est très drôle parce que dans Meridian Greenwich, il y a une fille, son plaisir, c'est d'aller dans les lieux de culte. Elle dit que c'est mieux que le théâtre. D'abord, c'est gratuit, on part quand on veut, on peut arriver en retard, parfait. Et il y a plusieurs endroits. Elle va en particulier à l'église russe de la rue d'Aru, et il y a un office orthodoxe.
qu'elle nous décrit comme si c'était du théâtre, effectivement. On franchit le conostage, on sort, les gens bavardent par-ci, par-là. Et voilà que, quand il a eu son prix, je ne sais pas si c'est le prix Fénéon qu'il a eu pour Méridiane Goulouiche ou pour Cherokee, je ne sais plus, mais en tout cas, le Figaro a demandé à Jérôme Lindon de donner un texte d'Echnoz pour mettre dans le journal. Et Lindon a donné le passage où la fille raconte la séance dans la rue d'Arly. Le Figaro a été submergé de lettres de protestation. Comment on pouvait se moquer d'un office orthodoxe, etc. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention où on marche avec les choses. Je passais le retournement, un livre qui a eu beaucoup de succès de Vladimir Volkov. Et alors ? Le retournement, c'est un Russe soviétique qui est frappé par la foi, comme Claudel à Notre-Dame, sauf que ça se passe à l'église orthodoxe de la rue d'Arlus. De la rue d'Arlus. D'où le terme de retournement. Ça date de, je crois, Je me souviens de ce bouquin. Ça a eu un énorme succès. Oui. Le retournement de Volkov. Tout ce qu'il faut lire. Parce que j'en ai lu des choses et j'en ai regardé des trucs à cause des choses. Qui n'est plus d'ailleurs rue d'Arlus maintenant. Pardon ? Qui n'est plus rue d'Arlus d'ailleurs. Ah bon, ah ben oui, c'est la nouvelle. Ouh là là, j'y suis allée, alors là pour le coup, alors c'est pire que ce qu'elle décrit. C'était affreux. Les gens se confessaient là, en public, il y a les prêtres qui entrent, qui sortent. Les gens qui se confessent, qui se mettent le prêtre, qui se penchent. Les gens, il y a des petits hôtels annexes derrière. Les gens vont faire des génuflexions devant. Il y a un de ces mouvements dans cette église. Oui, ben la fille, c'est exactement ce qu'elle trouve. Bon, il cite tous les types des cultes, tous les églises évangéliques, tout, et les mosquées. Je suis pas trop sûre qu'on entre dans une mosquée comme au théâtre, mais enfin bon. D'abord, il y a les hommes et les femmes séparés, donc non, je sais pas, j'en sais rien. À la mosquée de Paris, oui, c'est vrai, non, oui, non, c'est vrai. Moi, je suis toujours arrêtée au café. Pas mal. Pour la gratuité du dimanche, là, comme aussi les dimanches, la bourgeois de Paris, tu sais, de Maupassant, tu citais tout à l'heure Claudel, c'est la même bande. Ben oui. Justement, le personnage de Maupassant, le petit bourgeois, heureux, etc., qui va en banlieue, dans des petits jardins étriqués. Et c'est effectivement l'anti-Echnoz, mais je suis sûre qu'il y pense aussi. Parce que oui. Toute la gratuité du dimanche, étriquée dans un monde petit bourgeois. Ah oui, c'est incroyable. Les pigeons et les dimanches, c'est les deux choses qui me frappent le plus comme invention. À chaque fois, il trouve quelque chose à dire. Ou alors, si le pigeon, il en a pas mis dans un roman, soudain, il y a un chien qui repère un pigeon sur un trottoir et puis il le regarde avec concupiscence. Mais c'est drôle, juste il arrive à en glisser un. Et maintenant, rue Nationale, j'ai repéré que vers la station de tram, l'arrêt... oui, tu les vois peut-être depuis que tu les vois. Et voilà, c'est ça, je les vois, parce que, mais il y en a, mais ils se baladent, c'était plein de piétons hier, et ils sont là, ils marchent, ils soulèvent des voix quand le tram arrive, mais au dernier moment. Enfin bon, je vais pas faire mon Echnoz. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous libère. Hein. Oh bah, tu me libères, non, mais c'était super. On sent que Le titre que tu avais donné à ta première C'était lui. Ah, est-il sérieux? C'est bien sûr ce que tu viens de prouver. Oui. Mais finalement, tu l'aimes toujours aussi bien. Ah oui, ça j'ai été rassurée. Parce que après les deux derniers, je suis un peu comme le type qui avec son acédie, je me disais peut-être que j'aime plus les choses. Et non, j'ai été rassurée. Je m'amuse. Donc ça t'amuse toujours. Oui, ça m'amuse toujours. Il a fallu 24 ans pour le trouver. Hein. Il était pas sérieux. Mais l'histoire que ce soit le même livre un an et je m'en vais, je lui dis, j'avais vu que vraiment, et j'avais oublié, si bien que quand je les ai repris pendant le confinement, j'étais censée faire cette présentation, on a eu des reports divers, et pendant le confinement, j'avais travaillé, le premier, le grand, et j'ai commencé par le milieu, j'ai fait un an, je m'en vais, je me disais, je vais m'éloigner comme ça du moment où j'ai... Et alors là, ça m'a frappé. Là, ce coup-là, c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr, c'est bien de venir. T'as su quoi faire de tes dimanches. Demain, c'est le 1er mai, remarque.